Donc bonjour à tous. Je vous rassure, pour ce premier cours, ce sera plus, on va dire, technique. Donc voilà, il n'y a pas de mathématiques, pas une seule équation. Ce sera pour pendant le deuxième cours de statique graphique, avec un petit peu plus de réflexion géométrique à ce niveau-là. Mais ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un outil que vous avez peut-être déjà approché en partie. Mais notamment, effectivement, les Master 2 qui ont fait la Master 1 ici l'année passée, on a déjà utilisé ces techniques dans le cadre d'un cours qui s'appelait Séminaire de conception intégrée. Donc voilà, c'est aussi possible qu'eux ne soient pas venus du coup maintenant, parce qu'il y aura beaucoup de différences par rapport à la formation qu'ils ont reçue l'année passée. Par contre, sans doute l'usage qu'on va faire de ces techniques va être un petit peu plus suivi dans le cadre de ce séminaire. Et même pour le Master 2, c'est comme l'occasion d'aller plus loin dans l'application de cette méthode. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a un peu d'un constat, c'est-à-dire que traditionnellement, on a une architecture qui doit quand même un petit peu se préoccuper de conception des structures, donc ce qu'on appelle SD, c'est Structural Design en anglais. Ça a l'air d'être un domaine qui n'est pas de leur ressort, mais c'est pas vrai. Donc il faut bien se rendre compte que c'est quand même votre responsabilité en tant qu'architecte dans votre projet de choisir trois éléments qui sont la typologie de la structure. Alors est-ce que vous travaillez avec des arcs, des poutres, des treillis, etc. La typologie, d'où notamment les cours complémentaires que vous allez recevoir en fonction des structures de la part de Michel Provost dans cette option. Vous allez aussi devoir choisir le matériau constitutif, décider si vous construisez en béton, en bois, en acier, typiquement. Et vous devez également décider des dimensions principales, c'est-à-dire je mets une colonne tous les autant ou une poutre tous les autant, etc. Il faut se rendre compte que c'est vous qui choisissez ça, c'est pas l'ingénieur. L'ingénieur, il a une tâche complémentaire qui s'appelle le dimensionnement, qui est de dire, ok, en tant qu'architecte, vous avez décidé de mettre une colonne tous les combien, tous les autant. Mon boulot à moi d'ingénieur, c'est de dire, ok, dans ce cas-là, la colonne doit faire autant sur autant, donc les dimensions secondaires, les petites dimensions des éléments, pour que ça tienne. Donc il y a vraiment une collaboration des deux en réalité qui se fait et donc chacun fait une tâche différente dans la conception de la structure, mais il faut absolument les deux. Alors historiquement, le problème c'est que les cours de structure pour les études d'architecture étaient donnés par, sont toujours en partie, je suis un bon exemple, sont donnés par des ingénieurs, donc qui avaient tendance à enseigner leurs outils et qui donc n'étaient pas adaptés à la tâche des architectes qui est différente. Donc, voilà ce que je vais présenter symboliquement par le cactus, donc les méthodes de l'ingénieur pour dimensionner, c'est une méthode plutôt analytique et numérique, mais voilà, qui n'était pas adaptée déjà à la sensibilité, on va dire, aux capacités de l'architecte, qui a d'autres capacités et n'était même pas adaptée en termes d'objectifs. Donc, c'était l'occasion de un peu développer d'autres méthodes qui sont plus adaptées à votre tâche. En réalité, il y en a de deux types. Donc il y a ce qu'on appelle les modèles structuraux. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez déjà pressenti un concept structural, un parti structural pour votre projet, une typologie, matériaux, dimension principale. Et parce que vous êtes basé sur des indications générales que vous aurez vues au cours de fonctionnement de la structure ou éventuellement au cours d'optimisation des structures que je donnerai la semaine prochaine. Et puis, on essaie de représenter ça sur un modèle que vous arrivez à gérer. Donc, ça peut être un modèle physique ou numérique, on parlera des deux. Et vous testez. Vous voyez un peu, en fait, comment est-ce que sous charge, ce que j'ai imaginé réagit. Est-ce que ça pose un problème particulier? En général, oui, c'est tout à fait normal. Et donc, ça vous amène à comprendre quel est le problème de votre structure actuelle, de la faire évoluer, mais la faire aussi évoluer d'une manière, évidemment, qui est efficace par rapport au problème, mais la faire évoluer par rapport aussi, en accord aussi avec votre partie architecturale. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce système-là, c'est qu'on n'attend pas que vous balanciez votre projet à l'ingénieur pour se rendre compte qu'il y a un gros problème, parce qu'il va être beaucoup trop tard pour faire un changement qui sera en général en accord avec votre partie, et ça risque d'un peu pas mal ruiner votre projet. Voilà, quelque chose que vous auriez pu sentir avant. Donc ça va être, on va dire, le plus gros de la présentation aujourd'hui, les modèles structuraux. Donc modélisons la structure que vous avez imaginée pour la faire évoluer. Mais il y a aussi tout un autre champ de méthodes qu'on va également aborder aujourd'hui, qui s'appelle, moi j'ai pris la dénomination anglaise, je ne vois pas très bien si on a une française, donc form finding, donc des méthodes pour trouver la forme.
Donc là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous ne présumez pas de la forme que doit prendre votre structure, mais il y a des méthodes qui vont vous indiquer quelle forme elle aurait intérêt à prendre pour être efficace, pour travailler correctement. Après, c'est vous qui décidez ce que vous faites de cette forme. Et au moins, vous avez une indication, vous avez un point de repère pour définir une structure qui est censée. Évidemment, vous allez modeler pour accorder à votre partie architecturale. Ça, donc, on va voir les deux. Vous allez voir, c'est surtout les modèles structuraux qui vont prendre du temps. Form finding, on verra ça plutôt à la fin. Et sans doute, j'imagine, du coup, cet après-midi, début d'après-midi. Voilà. Donc, voilà, on va commencer par parler des modèles structuraux. Alors, d'où est-ce que ça vient, cette histoire? Je pense qu'un exemple qu'on peut donner par rapport à ça, c'est essayer de vous imaginer comment les ingénieurs, par contre, devaient travailler avant l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, c'est quand même hyper récent. Voilà, c'est dans les années 70, grand minimum. Donc, notamment, par exemple, imaginez quand toute la première moitié du XXe siècle, on a quand même pas mal développé le béton armé, qui est un matériau pas évident à modéliser, puisqu'il est hétérogène, il a un comportement plastique, enfin voilà, c'est des choses qui... toutes les formules que vous voyez au cours, par exemple, c'est vraiment pour des matériaux qui sont homogènes et élastiques. Pour le béton, ça ne marche pas du tout. Donc les ingénieurs ont dû compléter leurs connaissances théoriques avec justement des modèles. Donc là, par exemple, vous avez un bâtiment, je sais que c'est un gratte-ciel de Nervi, grand ingénieur italien qui est vraiment important dans l'histoire de cette technique. Donc vous voyez, oui, donc c'était effectivement quand même plusieurs étages, mais ça reste évidemment à l'échelle. C'était pas évident à faire parce qu'il fallait faire du sorte de micro-béton avec la pierre ponce à la place de gravier. Enfin, c'est assez complexe à maîtriser au niveau quantitatif. Mais donc voilà, ce modèle était bardé de capteurs et on le mettait en charge et on observait effectivement qu'il du coup toutes les déformations et on en déduisait les contraintes dans ce bâtiment. Alors évidemment, là, le but c'était, encore une fois, pour des ingénieurs de prédimensionner, mais il y a moyen de s'inspirer de toute cette expérience de maquette, de test sur maquette, pour l'adapter à votre tâche à vous, qui est la conception de la structure. Donc c'est juste pour un petit peu situer voilà, où on se trouve dans l'histoire, une sorte de continuum. Dans le syllabus, vous trouverez plus d'indications. Le syllabus devrait être disponible à la fin de la semaine, je crois. Mais je veux quand même donner un petit exemple pour contextualiser. Donc cette méthode de maquette reste utilisée quand même, même si c'est à très petite échelle. Donc on l'a quand même à une certaine échelle dans l'enseignement, comme on le fait ici. Mais également un petit peu dans la pratique, c'est un peu limite anecdotique parce que c'est pas très fréquent. Et là on a l'exemple du bureau de Ney, comme un des tout meilleurs bureaux d'ingénieurs belges, spécialisé dans les ponts et passerelles. C'est pour ça que je vous montre un pont et pas un bâtiment. Où là ils avaient une passerelle qui avait un profil très particulier en S. Et donc il y avait toute la question de comment est-ce qu'on place les mâts, comment est-ce qu'on place les câbles pour que tout ça soit stable et correct. Et donc le travail sur maquette que vous voyez à gauche donc, les a aidés. C'est assez marrant je trouve de voir ça de la part d'un bureau qui est vraiment à la pointe, qui travaille évidemment du coup beaucoup avec des logiciels, etc. Mais ils se rendent compte que ça reste quand même utile de faire aussi un travail en maquette en parallèle, les deux fonctionnent ensemble pour développer un projet. Donc voilà, si eux l'utilisent, je pense que c'est une bonne motivation à certainement du côté architecte également utiliser ce genre d'approche. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette présentation? Je vais d'abord essayer de vous montrer quelles règles générales il faut respecter pour appliquer cette méthode correctement. Ça a l'air assez évident et assez immédiat d'utiliser des maquettes. C'est aussi pour ça que c'est un des intérêts de la méthode évidemment, c'est que c'est un outil en soi que vous connaissez déjà. Mais ce sont des maquettes qui par contre sont très différentes des maquettes que vous faites d'habitude. On verra en quoi elles sont différentes. Et des règles quand même assez strictes à respecter pour que le résultat que vous allez obtenir soit sensé. Sinon en fait on arrive avec des résultats qui sont complètement absurdes et on ne s'en rend même pas nécessairement compte et donc ça peut complètement dévoyer votre projet aussi. Donc il faut faire quand même assez attention. On verra en quoi est-ce que ça peut vous aider. C'est pas non plus la méthode qui va résoudre tous vos problèmes de conception de structure, mais une partie. Voilà, il faut savoir de quoi on parle. Et, après, une grosse partie de la présentation, c'est quelle technologie on peut utiliser pour modéliser tel élément, tel nœud, telle charge. Bien que je présenterai juste une sélection d'exemples. Je vous renvoie aussi la bus pour quelque chose de beaucoup plus exhaustif qui regroupe vraiment toute l'expérience que nous on a accumulée en quelques années ici, de la part notamment des expérimentations des étudiants. Donc, vous aurez plein d'exemples de matériaux ou d'éléments auxquels ils ont pensé.
et qui peuvent vous inspirer pour vos modèles à vous. Donc c'est pas du tout limitatif évidemment, c'est juste un point de départ. Vous pouvez tout à fait continuer à rester inventif par rapport à ça. Et puis après, une fois qu'on a créé le modèle, qu'on l'a chargé, etc., comment analyser les résultats pour en tirer un enseignement et améliorer votre structure par la suite. Donc voilà, ça va être un petit peu la structuration, je dirais, de la présentation. C'est bon ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. Donc, au niveau du principe, oui, non, c'est le processus général dont j'ai déjà évoqué implicitement. Donc, c'est effectivement analyser le modèle qu'on a créé, comprendre où est le problème principal pour l'instant dans la structure que j'ai créée, imaginer une solution et donc du coup recréer un nouveau modèle. Donc c'est itératif, il y a toujours plusieurs générations comme ça de modèles. Quand vous avez réglé un problème, c'est le problème numéro 2 entre guillemets qui va apparaître du coup sur votre maquette, etc. Évidemment, on ne va pas faire ça non plus 25 fois, ça prendrait beaucoup de temps et ce serait pas très utile. Mais franchement, si déjà vous résolvez par exemple les 3 principaux problèmes qui apparaissent, c'est déjà énorme par rapport à la pratique actuelle de conception de structure de la base d'architecte, qui n'est pas géniale, mais c'est une question de formation aussi. Donc évidemment, c'est l'occasion dans cette option de faire ce processus, de l'expérimenter et de voir à quoi ça vous mène également dans votre projet. Vous verrez qu'en général, non seulement, et je vous montrerai un exemple tout à l'heure, non seulement, ça résout des problèmes par rapport à la structure, ça va la rendre plus facile à dimensionner, moins gênante dans ses dimensions, plus facile à construire, mais également plus expressive. Donc on ne parle pas uniquement de technique en réalité, on parle également de continuer à exprimer de la manière la plus évidente aussi votre partie, donc c'est aussi au bénéfice de l'expression du projet. Voilà, donc un processus itératif en tout cas, en plusieurs générations, mais je vous dis, voilà, si vous arrivez déjà à faire correctement 3 générations par exemple, c'est déjà vraiment beaucoup. En général, il faut plus que 3 maquettes pour vraiment résoudre 3 problèmes, donc c'est déjà pas mal de boulot. Donc quelques caractéristiques de ce genre de maquette qui découlent déjà de ce type de travail, c'est que donc évidemment le principe c'est de travailler à l'échelle réduite parce qu'on pourrait très bien faire des prototypes à l'échelle 1-1 ou en tout cas un peu plus grand, mais comme le but c'est de déformer la maquette sous charge et de voir où elle craque, évidemment ça coûterait cher à chaque fois de recommencer, etc. Donc c'est pour ça qu'on le fait à une petite échelle où là craquer une maquette c'est pas très grave, c'est un peu de boulot pour la refaire, mais ça vaut le coup par rapport à tout ce qu'on en apprend. Et évidemment, du coup, on va essayer plutôt d'utiliser des matériaux qui sont bon marché et pas claquer des 100 et demi dans des matériaux hyperspace. C'est l'opposé avec les ingénieurs où là, il fallait vraiment essayer de représenter le matériau de manière très précise, j'en reviendrai plus tard. Et donc, ils utilisaient des plastiques faits sur mesure, je vous ai parlé du micro-béton. Voilà, c'est des choses qui étaient extrêmement techniques, vraiment du high-tech et qui étaient assez chères. On n'est pas du tout dans cette optique-là ici, évidemment. On va prendre des objets du quotidien ou des choses qu'on peut très facilement trouver comme matériaux, que ce soit des matériaux typiques habituels de maquette ou pas. Et ce qui est typique évidemment ici, c'est que la maquette sera cassée. C'est vraiment l'inverse de toutes vos maquettes de présentation pour les projets, où là c'est l'inverse, on a une maquette qui résiste par exemple à un trajet dans 71, donc ça quand même bien solide, bien collé. Mais ici c'est l'inverse, donc il ne faudra pas développer les mêmes rapports affectifs par rapport à votre maquette, parce que son but est justement de voir comment est-ce que c'est déforme, comment est-ce qu'elle craque. C'est pas qu'elle soit jolie et éternelle. Alors, une limitation qui est vraiment fondamentale pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec cette méthode et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, c'est que justement, si vous voulez avoir des résultats exacts, donc ce qui était le cas des ingénieurs, donc il fallait non seulement mettre le bâtiment à l'échelle, les charges à l'échelle, mais également les propriétés du matériau. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas utiliser les mêmes facteurs d'échelle pour tous ces différents volets. Il y a une méthode qui existe pour calculer chaque rapport d'échelle, donc par exemple pour la rigidité, il faut tel rapport d'échelle, pour la résistance, pour la déformation, pour les charges, etc. Pour le poids propre. Mais donc, vous imaginez, ça devient extrêmement compliqué, c'est pour ça que c'est des matériaux qui sont faits sur mesure pour vraiment présenter toutes ces propriétés ensemble. Évidemment, ici, déjà, on s'en fiche d'avoir des résultats qui sont quantitatifs, puisque le but, c'est pas dimensionnement, c'est la conception. Et aussi, comme on l'a dit, on ne va pas commencer à investir dans un matériau sur mesure, on va prendre des matériaux usuels. Donc c'est-à-dire que le matériau ne va pas être mis à l'échelle et que donc les résultats que vous allez pouvoir observer, ce n'est jamais la valeur absolue qui compte.
de dire ma maquette au 200e sous une charge de 1 kg, la flèche est de 5 mm, on s'en fiche complètement. Hein, ça n'a absolument aucune signification, le 5 mm. La seule chose qui est importante, c'est cette déformation maximum est apparue dans tel élément à tel endroit sur sa portée. Ça c'est important pour comprendre quelle est la zone qui est la plus fragile, on va dire pour l'instant, la zone où il y a plus de problèmes. Et éventuellement aussi quand vous comparez deux types de structures différentes à la même échelle dans le matériau, sur la même charge, là vous pouvez dire ok, il y a une maquette qui a une flèche de 5 mm et l'autre de 10 mm. De nouveau 5 et 10 on s'en fiche, par contre le rapport de 1 à 2, ça a du sens. On peut dire que la déformée est 2 fois plus grande dans un cas que dans l'autre, et que donc évidemment c'est beaucoup moins favorable cette déformation. Donc c'est pour ça que je dis donc les résultats sont uniquement relatifs, donc par exemple des comparaisons avec, entre différents modèles, où je vais dire à tel endroit ça s'est plus affaissé qu'à tel autre sur une maquette. Mais voilà, ce ne sont pas des résultats qui sont absolus, mais c'est pas grave. Par rapport à votre tâche d'architecte, c'est absolument pas nécessaire, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Toujours dans les principes généraux, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas en train de représenter toute la maquette de manière déformable, toute la structure de manière déformable, et on ne va pas étudier toute la structure en une seule fois. C'est un peu trop compliqué parce qu'il y a des interactions entre tous les éléments. Donc en fait, vous allez devoir sélectionner une zone à étudier. Pourquoi? Parce que cette zone-là, on va la représenter de manière souple pour voir sa déformer. Donc dans ce cas-ci, c'est la dalle. Et tout le reste, je vais préciser ça. Donc tout le reste de la structure ne va pas être étudié, donc on va être présenté de manière rigide. Donc là, ce sont les murs d'appui qui sont les lots. Donc vous allez déjà devoir faire une sorte de présélection, de vous dire, ok, dans mon projet, quel est l'élément de la structure qui est le plus susceptible d'avoir des problèmes, parce qu'il a peut-être une grande portée, et qui est aussi significatif au niveau de mon architecture. Parce que vous n'aurez pas le temps non plus, en réalité, d'étudier probablement tous les éléments de votre structure. Ça fait quand même beaucoup de boulot. Ça fait, voilà, 3 générations sur chaque élément, ce serait quand même un peu trop long. Donc il y aura déjà une sélection à faire de votre part. Donc là, par exemple, voilà, c'était la dalle qui était dans ce projet était importante parce qu'on voyait la tranche sur une façade, je sais plus très bien. Maintenant, il faut comprendre que, rappelez-vous vos cours, quel est le phénomène qui est un des plus fondamentaux qui impacte le dimensionnement et la déformée des éléments structuraux? C'est la flexion, c'est le moment. Donc ici aussi, on va se focaliser dessus en se rendant compte que si on étudie un élément, s'il est connecté rigidement avec d'autres éléments, donc par exemple si ici ça avait été connecté, la dalle avait été connectée rigidement au mur, mais en fait ça forme une sorte d'ensemble dans lequel le moment peut circuler. C'est un peu comme si le flux de moment, c'est un peu comme un flux d'eau dans une canalisation. Si on est un encastrement, le moment, c'est comme si on ouvrait le robinet, le moment peut couler dans le mur ou vice versa. Donc en fait ça forme un seul ensemble dans lequel le moment circule. Et donc il faut le représenter entièrement à ce moment-là en déformable. Donc, je prends un exemple ici. Si cette dalle avait été connectée rigidement au mur, par exemple parce qu'on a fait ça en béton armé, qu'on a tout coulé en une seule fois, à ce moment-là, il aurait fallu représenter les murs et la dalle dans un même matériau souple. Bon, ils ont pris du papier, ce qui n'est pas la meilleure idée, comme on verra par la suite, mais ça pourrait être d'autres choses. Par exemple, de la plasticine, voilà, okay. Donc voilà, vous devez sélectionner l'élément qui, à votre sens, est le plus significatif et le plus dangereux pour l'instant dans votre concept, et comprendre à quoi est-ce qu'il est connecté rigidement. Parce qu'il peut aussi être connecté ici, par exemple, par des rotules. On pourrait imaginer que ça représente, par exemple, ici plutôt un plancher en bois sur une maçonnerie. Un plancher en bois, les poutres sont posées sur le mur, mais c'est pas vraiment encastré, c'est plutôt articulé. Donc là, c'est tout à fait juste, effectivement, de présenter, de se dire, ok, c'est mon plancher bois qui est plus important pour ma structure. Donc je le représente de manière souple, mais il n'est pas connecté rigidement au mur, donc c'est hors de mon élément que j'étudie, de mon ensemble que j'étudie, et donc je le fais rigide. Déjà ça, vous verrez que c'est quand même tout un petit travail d'analyse de votre partie, donc analyse préliminaire, pour le faire correctement. Et maintenant au niveau de l'échelle à laquelle vous allez travailler, il n'y a pas vraiment de chiffres à vous donner, mais il y a juste une indication, c'est que vous devez, en fait, quand vous mettez en charge votre structure, voir une déformation. Si votre structure est tellement petite, tellement rigide que quand vous chargez, en fait,
bon, il n'y a quasiment pas de déformation, et vous chargez tellement qu'à la fin ça craque, vous n'aurez pas appris grand-chose. Donc souvent c'est quand même des maquettes qui ont une certaine taille, un minimum, qui sont suffisamment souples pour faire des observations et que ça ne craque pas tout de suite. Ça va, mais il n'y a pas de chiffre à donner, ça dépend des matériaux que vous allez utiliser en fait. Mais en tout cas, un truc tout petit comme ça sert vraiment à rien. Vous allez certainement rien voir, on est souvent plutôt sur des choses plus ou moins de cette taille-là, de manière indicative. Oui, bon, je redonne un exemple donc, dans cette idée d'on va tester un élément à la fois. Donc ici, par exemple, on a une dalle qui porte d'une part sur 2 murs et d'autre part sur 2 poutres. L'erreur qu'on risquerait de faire, donc là les murs sont bien donc en dur, on va dire, sur la maquette, mais la dalle et la poutre vont être présentées de manière souple, ici de réflexive, et donc on a une déformée globale qui en fait n'est pas réaliste. Parce que si vous regardez ici, classiquement, on se rend compte que la dalle, elle considère qu'elle est appuyée sur 4 appuis, et donc elle va vraiment se creuser comme une nappe dans 2 directions. Donc c'est pour ça que sur le modèle, vous devez effectivement représenter les 4 bords qui soient fixes, qui soient rigides, et uniquement la dalle qui est souple. Là, c'était une erreur, il y avait 2 éléments différents qui ne sont pas connectés rigidement nécessairement, qui étaient présentés en souple, et donc là, vous avez des résultats qui sont faux, tout simplement. Vous voyez que la déformée n'est pas la même dans un cas que dans l'autre, et voilà, donc ici, ça ne marche pas du tout, enfin, c'est pas juste en tout cas, et ici, on a quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc c'est bien chaque fois un élément à la fois, et son ensemble rigide. Tout ça c'est pour dire qu'il y a un côté schématique dans le modèle. À droite, on ne voit plus la différence, on va dire, entre les murs et les poutres. Parce qu'effectivement, pour la dalle, il n'y a pas de différence. Elle s'en fiche complètement d'être appuyée sur une poutre ou une dalle. Elle est appuyée sur son côté et point. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour comprendre son comportement. Les poutres pourraient être étudiées dans une seconde phase, parce qu'on passe à un autre élément. Alors on passe maintenant en fait aux technologies qu'on peut utiliser dans la maquette. Alors voilà, c'est des choses différentes suivant qu'on essaie de modéliser un élément structural comme une poutre. Les jonctions entre les éléments, ça peut être donc des articulations, des encastrements typiquement, ou les appuis. Et puis comment est-ce qu'on met en charge le modèle. Donc comme je vous ai dit, ça va être vraiment une sélection, donc les principes généraux évidemment à chaque fois, mais après une sélection d'exemples, le reste vous le trouverez dans le syllabus. C'est pas vraiment indispensable de voir ça tout à fait en détail. Alors, pour les éléments structuraux eux-mêmes, quelques principes généraux. Donc, une première chose à bien comprendre, c'est que ça ne sert à rien de prendre un matériau sur la maquette qui ressemble au matériau réel, puisque de toute façon, on n'arrive pas à mettre correctement, en tout cas, les propriétés à l'échelle, comme on l'a vu précédemment. Donc, par exemple, si vous envisagez un bâtiment qui est en bois, ça n'a absolument aucune importance de faire votre maquette de structure également en bois, par exemple, ou pas. Okay, donc ça n'a absolument, en tout cas, ce genre d'association n'est pas du tout juste. Vous pourrez tout à fait le faire avec de la mousse de matelas, comme on verra plus tard, par exemple. Ce sera tout aussi valable. Évidemment, comme le but c'est d'observer des déformations sous charge, il ne faut pas prendre quelque chose qui soit trop rigide. Donc c'est aussi pour ça qu'on arrive avec des matériaux qui sont assez différents de ceux que vous utilisez en maquette, où on essaie plutôt de trouver la rigidité pour que cette maquette résiste tout au long de sa vie dans le cadre de quadrimestre. Mais ici c'est l'inverse, donc on va prendre des choses qui sont plutôt souples, de manière à ce qu'on puisse observer quelque chose par la suite. Ensuite, je vous recommande de prendre des matériaux qui se déforment de manière plastique et pas fragile. Donc l'exemple typique, ce sont les spaghettis que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser en bac par exemple. Je sais pas, vous avez vu ça avec demi-pause peut-être ou Bendelpi? Enfin bref, c'est assez classique. Par exemple des exercices de pont, spaghetti, etc. C'est vraiment très très pédagogique et clair parce que le spaghetti donc, va quand même claquer assez rapidement. Mais ici, ce serait plutôt défavorable parce que ça va claquer un peu trop vite. Donc c'est un comportement plus fragile, on va dire. Et donc à chaque fois reconstruire la maquette et tout, ça va prendre beaucoup de temps. Il vaut mieux prendre des éléments qui sont plus plastiques, par exemple le carton Bristol. Il ne va pas facilement, il va pas exploser entre vos doigts. Il va se déformer, il y aura des plis, vous allez voir exactement où était le problème, ça sera beaucoup plus utile dans notre cadre ici. C'est aussi important, enfin, de prendre des matériaux qui sont isotropes.
Alors isotrope, rappelez-vous ce que ça veut dire. Ça veut dire des matériaux qui ont les mêmes propriétés dans toutes les directions. Iso c'est même et trope c'est plus ou moins en direction, grosso modo. Donc là par exemple, oui, vous pouvez avoir tendance à utiliser le carton ondulé qui est voilà, pratique, pas trop cher, etc. Le carton ondulé, vous savez très bien qu'il est plus pliable dans un sens que dans l'autre. Donc ça montre bien qu'il n'est pas isotrope, il est anisotrope. Donc en général, ce n'est pas adapté, puisque vous allez plutôt envisager des matériaux qui sont isotropes globalement. On pourrait chipoter, parce que par exemple le bois n'est pas vraiment isotrope, etc. Mais en tout cas ici, par exemple, l'étudiante voulait représenter une charpente, c'était en bois ou métallique, mais en tout cas elle a tout découpé dans du papier, dans du carton ondulé. Et donc, comme c'était pas isotrope, en cas du même type que le matériau qu'elle considérait en réalité, les déformations étaient complètement absurdes par rapport à la réalité. Donc, voilà, un des rares éléments auxquels je pense qui sont anisotropes et que donc on peut modéliser avec du carton ondulé, c'est par exemple les ourdis. Les ourdis, ils sont clairement, ils portent dans une direction et pas beaucoup dans l'autre, ils sont vraiment bien orientés. Donc là, représenter ça avec du carton ondulé, pourquoi pas? Donc là, ça a du sens. Mais c'est vraiment une des rares exceptions. En général, demandez-vous toujours est-ce que le matériau que j'utilise sur la maquette est isotrope ou pas, parce qu'il devrait l'être. Quelques autres indications pour le matériau. Donc, matériau transparent, évidemment, c'est pas génial parce qu'on voit pas très bien comment il se déforme. Quand on prend une photo, on voit pas grand-chose. Voilà, c'était un étudiant qui travaillait sur des membranes tendues. Donc, l'utilisation du film plastique alimentaire était juste au niveau des propriétés du matériau, on va dire. La déformabilité dans les deux sens, etc. Mais voilà, c'était pas facile d'observer, on va dire, les résultats. Par exemple, typiquement, cet étudiant est passé par la suite à de la gaze qui donc était de nouveau élastique dans les deux directions, mais là on voyait un petit peu mieux quand même, c'était opaque, on va dire. On voyait un petit peu mieux les déformations. Bon marché, j'ai dit tout à l'heure, c'est évident puisque vous allez devoir à chaque fois probablement casser la maquette et passer à une nouvelle. Et une chose qu'on peut faire sur certains éléments, enfin notamment les éléments qui sont bidimensionnels, c'est de tracer un quadrillage régulier dessus. Comme ça, une fois que ce sera déformé, vous allez bien voir, enfin en tout cas plus facilement voir comment ça s'est déformé. On peut aussi superposer photos avant-après et on voit bien au niveau des quadrillages qu'est-ce qui se passe. C'est une technique qui est utilisée à un niveau vraiment super élevé avec des techniques de reconnaissance visuelle. Mais même à notre échelle, c'est tout à fait praticable. Excusez-moi, j'ai toujours envie qu'est-ce que c'est les quadrillages? Quadrillage, c'est quand tu dessines comme un échiquier sur un élément régulier pour avoir des carrés, parce que, par exemple, sous déformation, on va se rendre compte que ça devient ceci, par exemple. C'est avant, et ça c'est après, voilà. Ça pourrait, voilà, c'est une manière de faire, notamment pour les éléments surfaciques. Oui, une petite chose aussi que vous pouvez savoir, donc ça découle toujours du fait qu'on ne travaille pas en mettant les matériaux à l'échelle, donc les résultats sont uniquement relatifs et pas absolus. Mais ça veut dire que, par exemple, du coup, les relations entre, par exemple, la portée de cette poutre et sa hauteur, en fait, ça dépend du dimensionnement. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise dans le cadre de ces méthodes, et donc ce n'est pas important. Donc, si vous êtes déjà, imaginez votre structure, vous l'avez prédimensionnée, vous savez que vos poutres font autant de portée sur autant de hauteur. Voilà, certains étudiants avaient eu le réflexe donc, de du coup mettre également ça à l'échelle. Mais en fait, c'est pas important. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, si c'est vraiment pas pratique de le mettre à l'échelle pour des questions technologiques sur votre maquette, ne le faites pas. Donc, c'est pas ça qui est important, c'est surtout la portée principale. Et effectivement, les rapports entre dimensions secondaires entre elles, par contre, ça c'est important. Donc, par exemple, ici, on pourrait voir que la colonne est plus ou moins, on va dire, aussi large que la poutre est haute, parce qu'il y a une partie qui est cachée dans le faux plafond. Ça, par contre, de nouveau, ces proportions-là, c'est important. Et maintenant, que vous utilisiez une échelle pour les dimensions secondaires sur votre maquette qui est différente que l'échelle pour les dimensions principales, ça, c'est pas important. Okay. C'est un peu subtil comme distinction, et voilà, je pense qu'il faudra aussi le voir au cas par cas dans vos maquettes. Mais je pense que c'est important aussi de comprendre ça parce que ça vous donne une liberté supplémentaire dans la création de votre maquette. Vous n'êtes pas obligé de mettre à la même échelle pour ces deux
type de dimension. Et donc ça donne plus de marge de manœuvre quand même pour créer votre modèle. C'est déjà suffisamment pas évident comme ça, quoi. Ok, pas de questions pour ces principes généraux. Donc maintenant on va simplement passer en revue les différents types d'éléments structuraux. Et je vais juste donner quelques exemples de techniques qu'on peut utiliser. Mais encore une fois, c'est vraiment juste des points de départ pour aussi imaginer et prendre ce que vous avez sous la main. Chaque année, on a des nouvelles trouvailles de la part des étudiants, et c'est vraiment parfait. Bon, les éléments volumiques, c'est quand même assez rare en structure. Ça peut être par exemple des massifs de fondation. En général, on travaille plutôt avec des choses en bâtiment qui sont plus effilés, donc des éléments surfaciques ou numériques. Mais je cite quand même rapidement, voilà, si on travaille avec un matériau fragile comme le béton armé, on pourrait travailler avec du plâtre, puisque là on va effectivement avoir des fractures qui vont se desserrer. Mais en général, si on reste en plastique, on voit comment ça se déforme. Voilà, on peut imaginer de la plasticine, l'argile, la cire, toutes des choses qui sont pas trop chères, faciles à trouver, faciles à travailler et qui vont assez facilement se déformer sous charge. Il ne faudra pas commencer à mettre des charges énormes pour commencer à avoir une déformation. Là, je ne faisais pas de photo quand même. Pour les éléments surfaciques, là c'est quand même beaucoup plus large. On a quand même plusieurs familles en fait, de surfaces qu'on utilise dans les structures. Alors la subdivision que je vous propose, qui est en fait une subdivision qu'on peut retrouver dans le fonctionnement des structures, même si je ne suis pas sûr que Michel Provost la présente comme ça. Mais donc on peut en fait se baser sur le nombre de courbures de la surface. Donc soit elle a 0 courbure parce qu'elle est plane, donc ce sont les dalles, les murs, ce genre de choses. Soit elle a une courbure, bon ça peut être par exemple les voûtes, c'est un peu plus rare aujourd'hui. Ça peut être 2 courbures convergentes, c'est un peu comme une coupole. Et 2 courbures divergentes, ce sont toutes les structures hyperboliques paraboliques, donc en selle à cheval. Parce que donc suivant ces différentes configurations, le fonctionnement de ces surfaces en structure est complètement différent. Et donc voilà, ça a aussi du sens que les technologies pour les représenter soient aussi complètement différentes dans les différents cas. Donc la première chose à faire, voilà, si je veux bien comprendre, ma surface, elle est de quel type, simplement, combien de courbures est-ce qu'elle a et de quel type elles sont. Alors une remarque générale qui revient à l'exemple que je présentais tout à l'heure avec les Lego, c'est qu'évidemment on a tendance à utiliser le papier qu'on a vraiment sous la main. Malheureusement, le papier n'est pas élastique. Et donc, effectivement, on va avoir des déformations, parfois beaucoup trop d'ailleurs, c'est un peu trop souple du coup, mais c'est pas élastique et donc les déformations risquent de ne pas être très réalistes par rapport à un matériau réel. Donc je vais tout de suite penser à des alternatives. Enfin, on va en voir, voilà. Il y a plus de possibilités, mais en général, dites-vous bien que le papier, malheureusement, n'est pas tout à fait adapté. Commençons par les éléments surfaciques planes, donc comme on l'a dit, voilà, pas de courbure, donc dalle mur. Donc une alternative au papier, déjà, c'est le Bristol, ça veut dire que c'est pas plus élastique, mais quand même, ça va se déformer un peu plus lentement, je dirais un peu plus de raideur, et donc on aurait des choses plus intéressantes et plus réalistes comme type de déformé. On peut penser à des plaques minces de liège, bien que c'est déjà un peu moins bon marché. J'en profite pour faire une remarque. Donc si vous travaillez avec, de manière générale, c'est pas uniquement pour ces éléments-là, mais si vous travaillez avec des éléments qui sont granulaires, comme le liège, mais ça peut être aussi la frigolite, là il y a quand même une précaution à prendre, c'est qu'il faut évidemment que dans l'épaisseur de votre élément, il y ait au moins un certain nombre de grains. Si vous mettez qu'un seul grain, si vous coupez les grains, évidemment ça va se déchirer entre les grains, ce qui n'est pas très réaliste par rapport à votre élément réel. Donc il faut juste s'assurer d'avoir par exemple au moins 3 grains, l'épaisseur de 3 grains dans votre élément. C'est juste une sorte de dimension minimum qu'il faut considérer, sinon vos résultats sont vraiment pas. Enfin, c'est complètement faussés. Et on dit en carton ondulé, on en a déjà parlé. Voilà, pour donner un exemple créatif de la part d'un étudiant d'une précédente, il a pris une éponge à vaisselle quand même recoupée pour l'amincir. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est bien souple, qui a un comportement plastique qui ne va pas éclater, qui va se déchirer tout de suite, sur lesquels on peut assez bien voir les déformations. Alors il y a un type de matériel qui est pas mal du tout, qui est le caoutchouc mousse. J'ai des Funky Foam, c'est une des marques, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça en maquette. C'est une sorte de feuilles de caoutchouc moussé comme ça, qui sont bien déformables dans les différentes directions, mais ça va être très difficile de le déchirer vraiment. Il y a une bonne résistance à la traction,
Et donc on peut voir plein de choses avec cet élément. C'est aussi facile à couper, donc il n'y a pas de problème. Je crois que c'est un petit peu cher par rapport à d'autres matériaux de base, mais ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans. Surtout que voilà, votre élément ne sera pas détruit par les tests, donc on peut le réutiliser plusieurs fois. Là par exemple, on avait une passerelle. C'est un peu difficile avec la perspective, mais il faut comprendre qu'en fait les différents piliers sont en quinconce. Ils ne sont pas par paire, ils sont chaque fois en quinconce. Et donc le tablier en funky foam permettait de vraiment voir cette déformée qui donc basculait, on va dire à gauche puis à droite. Une forme qui n'était pas facile à appréhender autrement, notamment une coupe 2D là-dedans, c'est vraiment pas facile à faire pour avoir quelque chose qui soit un peu réaliste. Donc là, vous avez bien cette déformation dans les deux directions qui pouvait se développer, c'est pas mal du tout. On va voir d'autres exemples avec le funky foam. La frigolite, j'en ai parlé, donc toujours cette imposition d'avoir 3 grains dans l'épaisseur. Là, je pense qu'on était un peu juste. Peut-être à peine 2 grains, là, c'était un peu limite. Mais voilà, donc c'est pas mal du tout en termes d'usinabilité et de bonne déformabilité dans les deux directions. Maintenant, si on passe aux éléments planes verticaux donc pour les murs, ce sont d'autres technologies qui interviennent. On peut penser à la plasticine ou à l'argile. Oui. On peut retravailler avec du caoutchouc mousse, enfin là c'est carrément du néoprène, une feuille épaisse de néoprène qui était découpée. Donc c'est pratique notamment pour des formes un peu bizarroïdes comme ici. Bon là c'est particulier, l'étudiant a vraiment coincé ça entre la table et une vitre, histoire que ça reste dans le plan. Je ne suis pas tout à fait en fait favorable à ce genre de choses parce qu'en qualité, le mur va avoir tendance aussi à partir latéralement. C'est ce qu'on appelle le déversement du mur. Et sur une maquette 3D complète, on va pouvoir le voir, alors que là justement c'était bloqué. Donc je ne suis pas tout à fait sûr que c'était vraiment une bonne idée. Mais voilà, pour le matériau par contre c'était une bonne idée. Et on voyait des choses intéressantes en termes de comment ça se déforme. Alors maintenant on passe aux surfaces à une courbure, donc je vous ai dit plutôt les voûtes, ce genre de choses. Alors on peut réutiliser par exemple, enfin tout ce qu'on a vu précédemment grosso modo, le Bristol, le funky foam. Là on a un assez bel exemple de voûte. Et donc effectivement l'étudiant avait déjà pensé à mettre les tirants ici pour reprendre la poussée horizontale en pied. Okay. Mais il s'était rendu compte que ça se déformait complètement. Donc la grande voûte se déformait grosso modo comme ceci. C'est une déformation tout à fait classique effectivement pour les arcs, c'est une déformée en flexion. Et donc il a dû chercher une solution. Et donc il y a plein de solutions qui existent que vous pouvez normalement voir soit au cours de typologie, en fonction des structures, soit dans les bouquins de référence. Mais en fait il a pris une solution qui n'est pas tout à fait classique, qui en dérive un peu, mais qui lui convenait mieux pour son architecture. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cette croix qui fonctionne. Enfin là c'est pas chargé, mais si on chargeait, on verrait que ça se déforme beaucoup moins facilement comme ceci. Et surtout, comme je dis, voilà, ça se mariait bien avec son concept général. Mais c'est pas tout à fait classique comme forme. C'est pour vraiment montrer tout le potentiel qui existe encore pour créer des formes qui soient vraiment au service de votre projet. Et donc au-delà des catalogues, je dirais, de solutions toutes faites qui ont déjà été expérimentées par le passé. Maintenant, en réalité, c'est pas très facile à modéliser correctement les voûtes. Donc la meilleure méthode, à mon sens, pour ce genre de structure, c'est la maquette inversée, qui est une des méthodes de form finding qu'on verra plus tard. Donc c'est vraiment un réflexe à avoir. Si vous êtes face à ce genre de structure, il vaut mieux passer en form finding pour avoir plus d'informations. Maintenant, si c'est une nappe en traction, c'est un peu plus facile à faire, il y a pas mal de possibilités. Pour une fois, le papier est peut-être valable. Funky foam, juste une liste de possibilités. Je pense, à mon sens, le tissu est une des meilleures solutions. Il faut voir quoi. Deux courbures concurrentes, donc les coupoles. Si on est en traction, encore une fois, on peut imaginer pas mal de choses, notamment le ballon à gonfler découpé. Vous avez évidemment du caoutchouc en feuille qui est bien souple dans toutes les directions. Parce que prendre vraiment un élément de maquette qui est plane comme du papier ou du funky foam, arriver à le mettre en forme correctement pour faire ces sortes de coupole inversée, ça va être très difficile, il faut commencer à découper les quartiers, enfin c'est vraiment pas évident. Il faut prendre des choses beaucoup plus souples ou vraiment le former soi-même, par exemple en plasticine, à la limite.
Maintenant, en compression, encore une fois, plasticine, on pourrait le composer votre coupole, mais en réalité, c'est assez difficile à faire correctement. Il y aura d'office des défauts qui vont donner des grands effets quand on va le mettre en charge. Donc la meilleure solution, c'est de basculer vers les méthodes de form finding, passer en maquette inversée. Donc de nouveau une technique qu'on verra plus tard. Vous verrez qu'il y a quelques formes comme ça, où en fait le modèle structural n'est pas évident à faire, ils vont y passer en form finding. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, pour terminer avec les surfaces à deux courbes divergentes, les hyperboloïdes paraboliques. Là, de nouveau, on pourrait techniquement les faire avec différentes choses, ballons à gonfler, découpés. Toujours le funky foam, parce que souvent, c'est pas trop suffisamment déformable pour accompagner cette forme quand même. Mais, encore une fois, la meilleure solution, en fait, passe par une méthode de form finding qui sont les bulles de savon. Et de nouveau, on verra ça un petit peu plus tard. Donc, il y a quelques portes de sortie là, pour certaines formes où il ne faut pas trop se casser la tête et essayer de le présenter en maquette parce que ça ne va pas être vraiment convaincant. Comme un exemple avec, par exemple, voilà, on a sacrifié un collant parce que c'est effectivement bien élastique dans les deux directions. C'est pas trop compliqué à mettre en forme sur le pourtour qui a été choisi et on obtient une forme qui est plausible par rapport aux conditions d'appui. Et finalement, le gros morceau, évidemment, tous les éléments qui sont linéiques, comme les poutres et les colonnes. On commence par ceux qui sont vraiment droits. Il y a aussi ceux qui sont courbes, comme les arcs. On verra juste après. Pour les éléments rectilinéaires, donc il y a pas mal de possibilités. Les pailles à boire, c'est évidemment facile à se procurer. Vous avez aussi les gommes, comme les gommes crayons. Là, vous avez les recharges, qui sont effectivement quelque chose qui est assez résistant, mais souple en même temps, c'est pas mal. La recharge de pistolet à colle, pourquoi une échelle un peu plus grande, c'est quand même un peu plus solide. Bon voilà, le grand classique, les spaghettis, mais donc comme je vous ai dit, voilà, il y a ce problème numéro 1, c'est que c'est fort cassant. Et donc, ça risque d'être, en fait, plus être un handicap qu'autre chose. Enfin, on va vraiment bien les déformer, mais ça claque aussi très très vite, donc parfois on n'a pas tout à fait le temps de voir ça déformer. Il y a un autre problème, c'est que comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Si vous l'avez déjà utilisé, souvent c'est qu'au pistolet à colle. Donc le problème, c'est qu'on crée d'office des nœuds qui sont encastrés. Le pistolet à colle crée vraiment un massif complètement rigide qui lie complètement rigidement les différents spaghettis entre eux. Et en plus, la chaleur cuit le spaghetti. Donc ça change en plus les propriétés des matériaux à un endroit et pas à un autre. Enfin, voilà, par rapport au travail un peu plus précis que nous on va faire ici, c'est pas vraiment tout à fait adapté a priori. Vous trouviez des spaghettis plus résistants, je ne sais pas. Mais a priori, c'est pas tout à fait la meilleure solution. D'autres choses qui ont été plutôt expérimentées, enfin imaginées par les étudiants, c'est par exemple les tubes en mousse qu'on utilise pour isoler les canalisations. Ça c'est vraiment bien, ça va pas facilement se déchirer, c'est facile à couper s'il faut, à déformer tout à fait visible. Voilà. Il y a un exemple avec une colonne à gauche, un exemple avec une poutre à droite. C'est une possibilité. Alors la mousse de matelas découpée à dimension, c'est pas mal du tout. On a vraiment des très bonnes... un très bon comportement qui est bien souple dans différentes directions sans que ça craque. Donc là on a par exemple un massif qui était sur 4 colonnes et on voit que ça commence à partir en fait en torsion, quelque chose à laquelle l'étudiant n'avait pas pensé et qui est tout à fait exact. Ça montre qu'il y a un manque de contreventement en fait aussi du projet et du coup pour les colonnes c'est vraiment pas pratique parce que donc une extrémité bouge par rapport à l'autre, donc il y a plein de flamants qui peuvent se développer dedans. C'est une bonne manière de mettre en évidence et c'est vraiment un effet 3D, donc sur un modèle 2D par exemple on l'aurait pas vu. Même un modèle 2D informatique, probablement qu'on n'aurait pas vu. Le liège reste tout à fait une possibilité, donc moyennant toujours cette condition des 3 grains. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est pas donné comme matériau, donc à voir si vous l'utilisez, mais c'est vrai que c'est à la fois déformable et résistant, ça va quand même pas si facilement que ça se déchirer, et facile à découper suivant la forme qui vous intéresse. Pour les colonnes, on peut éventuellement se baser sur des empilements de morceaux de sucre qui soient en général quand même un minimum collés entre eux. Ça donne un tout petit peu de résistance, mais au moins on peut quand même voir où ça va craquer, à cause du flambement notamment. Et alors il y a tout un autre champ qui est vraiment super intéressant, que vous avez peut-être un tout petit peu expérimenté avec Denis Delpire, ceux qui étaient là ici à la Cambre, à la Cambre Horta les années précédentes. Là je vous donne par contre un exemple qui est à une autre échelle, vraiment beaucoup plus grande, qui est pratiquée en France par différents
les enseignants, notamment Valentina, je sais pas si tu avais fait ça. C'est dans un atelier, ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu as aussi fait ce genre d'exercice ou pas? Non. Ok, dommage. Mais c'est vraiment bien, pourquoi? Parce que, évidemment, là, du coup, vous êtes en train de sentir dans votre corps qu'est-ce qui se passe. Donc, par exemple, ok, vous voyez bien que c'est un treillis. Donc, il y a à la fois les gens qui font les éléments, les barres du treillis. On voit qu'ici, ils ont utilisé des bâtons qui tiennent dans la main. Bon, moi je proposerais plutôt de faire des exercices si vous voulez vraiment faire ce genre de choses, sans les bâtons, vraiment en vous tenant directement par la main. Parfois c'est un peu compliqué aux connexions, mais vous sentez à mon avis beaucoup mieux. Est-ce que du coup vous êtes en compression ou en traction? Donc il y a aussi des gens qui font les appuis, qui sont en fait ici, il y a l'électricité. Donc là aussi, vous sentez bien si vous êtes en train de résister, dans quelle direction vous êtes en train de résister, à la gauche ou à la droite. Et puis bon, il y a tous ceux qui ont le bon rôle. Qui sont là, qui font les charges. Par contre, c'est de vous ne faites que pousser et c'est pas votre problème ce qui se passe de l'autre côté. Mais c'est vraiment une très bonne technique pour bien sentir ce qui se passe de manière collégiale, je veux dire, dans une structure. Bon, évidemment, ça demande quelques précautions en termes de sécurité, mais voilà, je vous renvoie encore une fois aussi à la bus pour un petit peu plus de détails. Mais voilà, pour les éléments qui sont linéiques, c'est pas très. Enfin, évidemment, une structure qui est 2D, en 3D, ça devient un peu dangereux. Mais en tout cas en 2D, c'est tout à fait imaginable pour un peu sentir les choses. Voilà, je pense que Denis Delpire faisait ça au cours, à titre de démonstration, mais à beaucoup plus petite échelle. Mais ça a tout à fait du sens, évidemment. Alors, des éléments rectilignes particuliers, ce sont les câbles. Et alors là, ça vaut vraiment la peine de passer aux élastiques. Pourquoi? Parce que les élastiques et les câbles ont la même propriété, c'est-à-dire que si vous les mettez en place à pile la bonne longueur, en fait, tant que vous n'avez pas changé votre structure, ça pendouille un peu. Et c'est vraiment la même chose avec les câbles dans la réalité. En fait, il faut toujours pré-tendre les câbles, histoire que même quand il n'y a pas de charge, ils ne sont pas en train de ballotter, notamment dans le vent. Et donc, c'est-à-dire que même quand la structure n'est pas chargée, elle est quand même déjà chargée par les câbles qui tirent déjà sur le point d'appui. Donc là, vous avez le cas, du coup, avec les élastiques, on a la même chose. Donc c'est pour présenter un treillis avec deux... Enfin, c'est pas un treillis du tout parce que c'est des câbles, mais une structure. Et on voit bien que forcément, comme les deux ici élastiques tirent, la résultante est vers le haut et effectivement, du coup, toute la membrane inférieure est poussée ici vers le haut et n'est pas horizontale. Mais c'est tout à fait réaliste et du coup, au moins, l'étudiant a pu en tenir compte dans son concept. Mais voilà, donc en tout cas, les câbles, je pense qu'il faut d'office passer aux élastiques pour la modélisation, sinon c'est pas du tout réaliste. Bon alors, pour des assemblages de beaucoup de barres, ça devient quand même pas mal de boulot. Alors on pourrait penser à des jeux de construction, il y en a pas mal, il y a Kinlex, il y a Zootool, etc. Alors pourquoi pas, mais j'attire quand même votre attention sur quelques petits problèmes, je pense, par rapport à l'usage que nous on va en faire ici. C'est d'une part que les éléments sont assez rigides, donc imaginez qu'on met ça par exemple en charge. On va avoir une sorte, on pourra vérifier la stabilité générale. Comment est-ce que ça va craquer? Ça va probablement plus craquer simplement parce que des éléments se détachent les uns des autres, mais probablement qu'on ne va pas voir un élément, une barre qui commence à se déformer. Elles sont quand même petites, elles sont assez solides, évidemment, c'est un jeu. Donc il y a des limites. Et par exemple, dans ce jeu-ci, les connexions, c'est des petites pièces en demi-cercle, gantelées comme ça. On peut donc connecter les barres suivant plusieurs axes. Mais en fait, quand la barre est coincée dedans, elle est bloquée dans la direction, dans le plan de la structure, mais beaucoup moins dans le plan perpendiculaire. Donc la barre pourrait tout à fait commencer à partir dans l'autre sens, et ça c'est pas très réaliste. On va en pratique, dans une vraie structure, essayer de faire des jonctions qui sont aussi résistantes dans une direction que dans l'autre. Donc voilà, j'attire votre attention, si vous utilisez quand même ce système, il faut ranger d'être vraiment très attentif, est-ce que effectivement ça colle bien avec ma structure ou pas, parce qu'il y a plein d'hypothèses qui sont cachées dans les capacités elles-mêmes du jeu. C'est pas évident. Alors pour les treillis, une solution déjà à mon avis un peu plus juste, c'est de découper en fait ça, le tracé du treillis, dans une plaque complète, par exemple du Funky Foam. Là c'était pas mal, on avait donc des treillis qui servaient à soutenir les bords d'une passerelle qu'on les avait par en dessous là. Et ça en même temps de garde-corps évidemment. Mais vu d'en haut, du coup, on va être sous charge, donc c'est chargé ici, et bien ça a tendance à gondoler, en tout cas la membre supérieure a tendance à gondoler, ce qui est tout à fait exact pour un treillis, c'est effectivement quelque chose qui peut arriver et qu'il faut arriver à gérer d'une manière ou d'une autre.
Donc voilà, ça montre que c'est une technique de modélisation qui est tout à fait juste et qui vous donne les bons résultats par rapport auxquels vous pouvez réagir par la suite. On peut aussi découper dans une plaque de frigolite par exemple. C'est pas trop compliqué. Maintenant, si on a des éléments linéaires courbés comme les arcs, on peut penser par exemple au styrodure, pas très compliqué à mettre en œuvre. Ici, nous voit un bon exemple, c'était effectivement pour un arc. Et bon, la mise en charge n'est pas tout à fait juste, on en parlera tout à l'heure, parce que là c'est juste appuyer, donc la charge est appliquée en un seul point. Vous imaginez bien, en fait, un vrai pont, il n'y a pas juste une charge grosse ponctuelle en plein milieu. Il y a d'office son poids propre, et il y a souvent quand même plusieurs véhicules qui sont en même temps dessus. Donc c'est pas très réaliste. Mais au-delà de ça, la forme, donc la déformée de l'arc qu'on obtient, est tout à fait plausible en fait. Donc si on était en plan, donc vous avez l'arc qui est là, et en fait il crée du coup un S. Et donc c'est à nouveau un problème de flambement dans l'espace. Et donc la déformée qu'on obtenait était absolument crédible par rapport à ce qui peut arriver. Donc très bonne méthode. On a aussi un Erasmus italien qui a pensé à utiliser des pâtes cuites, donc les pâtes sont cuites mises dans la courbe et puis laissées assécher. Pourquoi pas? Après c'était un peu rigide sans doute, mais bon maintenant en réalité pour ces éléments courbés, oui je vous rappelle de toute façon il vaut mieux utiliser la maquette inversée, donc c'est pas tout à fait non plus fondamental. Voilà. Et finalement, voilà, si vous devez utiliser des chaînettes, bon là c'est pas les systèmes qui manquent. Là par exemple c'est simplement un collier avec des balles, des sphères en plastique. Du coup créer la charge également, donc là il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça c'était pour tout ce qui était des exemples en tout cas de comment est-ce qu'on peut modéliser les éléments structuraux, donc dalles, poutres, colonnes, voûtes, tout ce que vous pouvez imaginer comme forme. L'essentiel est vraiment là, donc ce sera vraiment une inspiration pour vous. L'étape suivante, c'est une fois qu'on a modélisé ces éléments, comment est-ce qu'on les connecte entre eux sur la maquette. C'est vraiment fondamental. Oui, c'est effectivement l'heure de la pause. Et effectivement, faire 5 minutes de pause pour voir la modélisation des jonctions. Ça va? À tout de suite. Bon. Ok, on va recommencer. Donc on était parti sur les technologies pour modéliser les éléments structuraux eux-mêmes. Maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut les connecter correctement entre eux, ce qui est vraiment super important et auquel on ne pense pas nécessairement. Surtout qu'en maquette classique de présentation, on est plus dans je mets de la colle partout, c'est normal. Et ici c'est quand même beaucoup plus subtil, puisque rappelez-vous vos cours d'analyse structurale, il peut être typiquement soit articulé, soit cassé, même si c'est un peu deux extrêmes, qu'on est souvent en réalité un peu plutôt entre les deux. Mais c'est ça qu'on va plutôt considérer. Quelques principes généraux. Alors le premier auquel il faut penser, parce que spontanément vous n'allez pas le faire, c'est qu'il faut que votre connexion soit résistante en traction. Vous ne pouvez pas juste par exemple poser les éléments les uns sur les autres, ça marche pas parce que dans la réalité c'est quasiment jamais le cas. Il y a toujours un minimum dans la technique qui fait que ça va résister à une certaine traction et donc il faut que ça se retrouve également dans votre maquette. Sinon on va avoir des choses qui sont un comportement général qui est absolument irréaliste et donc on passe complètement à côté de la plaque. Il faut évidemment que l'articulation soit avec une taille relativement réduite par rapport aux éléments eux-mêmes, comme dans la réalité. Même s'il n'y a pas une imposition précise, mais c'est un principe général. On va donc chaque fois distinguer ce qu'on est en train d'essayer de modéliser, une articulation ou un encastrement. C'est évidemment pas du tout les mêmes techniques. Et les appuis ne sont jamais qu'un cas particulier d'articulation. C'est qu'on n'est pas en train d'articuler deux éléments entre eux. On est en train de connecter en tout cas un élément structural avec le sol, qui est considéré comme un massif global et qui est indéformable. Donc ce sera juste des cas particuliers, des techniques qu'on voit pour les appuis et les encastrements. Donc commençons par les articulations. Bon, entre les éléments linéiques, on peut éventuellement travailler avec chaque fois une épingle qui permet évidemment un pivotement, on va dire, autour de son axe. Mais là, vous avez un exemple où, une fois qu'on l'a chargé, il y a en fait des éléments qui sont détachés les uns des autres. Donc là, on est vraiment... Donc là, ça a lâché, ok. Donc là, clairement, il y a eu un défaut de résistance en traction. Et donc là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut recommencer la maquette avec une résistance en traction. Et seulement à ce moment-là, on pourra commencer à en tirer des conclusions. Mais là, on peut juste se dire qu'il y avait un problème de modélisation. Et donc tous les résultats qu'on pourrait obtenir sur ce modèle-là sont d'office faux. En tout cas, pas fiables. Okay. Donc là,
peut-être que l'articulation n'était pas mise dans le bon sens, ou c'est plus très bien. Mais en tout cas, c'était clairement un signe de dire ah oui, donc si ça se décroche, si ça a donc craqué en traction aux connexions, là il faut d'office tout arrêter, fixer ce problème-là et on recommence. Il faut évidemment faire attention que votre épingle, vous le mettez perpendiculairement au plan d'articulation. Voilà, il ne peut pas se mettre n'importe où. Pensez vraiment que c'est le pivot de votre articulation. Donc c'est vraiment autour de ce pivot-là que ça va pouvoir pivoter. Donc à droite, c'est tout à fait clair. C'est une tâche parisienne. Donc là, clairement, les deux papiers peuvent vraiment pivoter comme ceci l'un par rapport à l'autre. Mais à gauche, par contre, oui, effectivement, la poutre va un peu pivoter sur le point d'appui, mais elle est quand même coincée, elle est en partie encastrée en fait par l'épingle. Parce qu'elle fixe en fait la paille en haut, enfin sur la paroi supérieure et la paroi inférieure, donc ça crée un mini encastrement. Et donc la paille va un peu plier, ce qui n'est pas du tout. C'était pas l'idée. Hein. Là, l'idée c'était de représenter une articulation, donc là c'est pas juste. On pourrait penser à du scotch, donc il faudrait peut-être plutôt le mettre à l'intérieur de la jonction et pas à l'extérieur. La corde c'est parfait évidemment, puisque ça n'a absolument aucune rigidité, donc ça va être totalement souple effectivement comme articulation, ça c'était pas mal du tout. Enfin je sais pas si vous voyez, là c'est vraiment... On parle juste de ce petit bout là, ça c'est la corde qui dépasse et qui est fixée avec du scotch sur les éléments à connecter entre eux. Et on a bien la résistance en traction, donc c'est très bien. Évidemment, si vous travaillez avec des pailles à boire, essayez d'utiliser le coude, qui a aussi l'avantage d'être articulé dans toutes les directions, donc ça peut être vraiment bien pour tous les effets 3D. Et dans le cas où par contre vous connectez un élément linique, un élément surfacique, on peut faire un trou, mais qui ne doit pas être trop profond, sinon évidemment ça va rester coincé dedans et ça va créer un encastrement, on verra ça plus tard. Une indication que je peux éventuellement vous donner, c'est vraiment voilà, typiquement indicatif, mais on pourrait dire que il faut que, donc là vous avez on va dire le diamètre ou la largeur en tout cas de l'élément que vous voulez placer dans le trou. On pourrait dire que la profondeur du trou pourrait être environ la moitié du diamètre. Si je peux donner un ordre de grandeur, ça permettra quand même à la barre qui vient ici d'un petit peu pivoter quand même dedans. Donc ça c'est bien. Par contre, toujours ce problème de résistance en traction, il faut du coup mettre un point de colle, par exemple ici, qui va empêcher que ça puisse vraiment se détacher. Mais au moins, le creux ici fera que ça ne va pas commencer à glisser non plus à gauche et à droite. Donc encore une fois, on peut utiliser dans ce cas élément linique contre surface aussi des épingles. Attention que quand même, évidemment, du coup, c'est articulé dans un sens et encastré dans l'autre. Vous voyez qu'ici, donc dans ce sens-là, ça pourra pivoter autour de l'épingle, mais dans ce sens-ci, ça va être bloqué par justement la position de l'épingle. Donc c'est pas très logique par contre, du coup dans cet exemple-ci, que toutes les épingles ne soient pas orientées dans le même sens. Là ça veut dire que clairement ça n'a pas été réfléchi. Voilà, normalement il y aurait dû avoir un sens qui aurait été choisi de se dire mes colonnes sont articulées dans un sens mais encastrées dans l'autre, et du coup je place toutes mes épingles dans le bon sens par rapport à ça. Ça c'était pour quelques exemples pour les articulations. Maintenant pour les encastrements, là je présente d'abord un principe général. C'est que si vous dites que des éléments sont encastrés, ça veut dire que du moment on peut passer entre eux. Mais pour que du moment on puisse passer dans ces différents éléments, il faut aussi qu'il soit rigide. Un élément qui est totalement souple comme une chaîne par exemple, il n'y a aucun moment qui peut se développer dedans. Il n'y aura que de la traction dans ce cas-là. Donc là par exemple, l'intention de l'étudiant, c'était d'avoir une dalle qui était rigidement connectée. Alors je ne sais pas si c'était vraiment encastré sur les colonnes à gauche, mais en tout cas son idée c'est que c'était encastré sur le massif à droite. Mais bon, et alors du coup, en fait la connexion entre les deux avait été faite correctement. C'est-à-dire ici. Donc, je sais plus ce qu'elle avait utilisé, peut-être du scotch, un truc comme ça. Mais en tout cas, donc, la connexion a été faite correctement. Mais le problème c'est que ça, on avait effectivement un massif rigide en carton ondulé fine. Mais ici, la dalle a été représentée par une feuille de papier qui n'a pratiquement aucune rigidité. Et donc voilà, la connexion a beau être tout à fait juste, mais le fait que ça ce n'est pas rigide fait que la déformée qu'on obtient était complètement fausse. Si vous avez une déformée réelle, je fais un petit schéma, ce que ça aurait dû être. Donc voilà, on aurait eu ici
une dalle qui est par exemple articulée à gauche et encastrée à droite, ben, la déformer, logiquement, ça va être quelque chose comme ceci. Ici, comme c'est encastré, ben, la tangente reste horizontale, ne va pas changer. C'est seulement après que ça peut progressivement commencer effectivement à plonger, mais pas à cet endroit-là. Donc, ça va, c'est simplement une sorte de condition préliminaire. Les éléments que vous collectez rigidement doivent être eux-mêmes rigides, sinon ça ne va pas du tout pouvoir marcher. Alors classiquement, et c'est d'ailleurs assez graphique, je trouve ça pas mal comme système, c'est de placer des goussets, donc c'est des petits triangles qui viennent connecter entre eux les deux axes qui sont connectés. C'est pas bêtement du carton fort qui fait ça. Ce que je trouve intéressant dans ce système-là, c'est que ça vous rappelle qu'en réalité, effectivement, l'encastrement, ça peut prendre de la place. On a intérêt à lui donner une certaine ampleur pour que l'encastrement se fasse correctement, qu'il n'y ait pas trop d'efforts qui soient créés non plus avec ça. Par exemple, dans le portique à gauche, il y a vraiment cette idée que, ok, je peux te dire que j'aurai un encastrement, mais ça veut dire qu'effectivement, ces deux coins-là, il ne faudra pas espérer qu'ils soient super fins dans mon design. Donc, ils auront une certaine présence, et alors c'est vraiment à vous de vous dire, ok, ça m'arrange dans mon concept, je vais exploiter ce volume qui va être présent visuellement. Soit ça ne va pas du tout pour moi, et donc je change de système. Il y a tout à fait changer l'affectation, articulation, encastrement de différents nœuds de structure. Pas n'importe comment, mais il y a quand même souvent un peu de liberté. Et donc vous prendriez un autre système. Et au moins vous êtes dans la compréhension de ce que vous avez dessiné, de ses implications aussi en termes visuels, et donc de ces liens avec l'architecture que vous voulez créer. Pour la petite histoire, ce qu'on voit en haut à gauche, c'est un modèle, c'est un kit qu'on peut acheter, très cher, et qu'on aura normalement au second quadri. Je ne sais pas si vous avez encore des cours de structure au second quadri, non, vous êtes en master, désolé. Ce serait pour la génération prochaine qui auront ça à disposition. D'autres systèmes pour encastrer, alors là dans ce cas-ci c'est un élément, on pourrait l'utiliser en fait entre éléments linéiques et surface ou entre éléments linéiques entre eux. C'est 3 épingles mises en triangle. Je ne sais pas si vous voyez bien, on les voit bien ici. Là on crée vraiment un système, c'est que des épingles qui permet que c'est vraiment très difficile de tourner. On trouve ça parfois encore même dans des anciens châssis. Vous avez différentes pièces de bois qui sont connectées entre elles. Et on a vraiment, dans le carré qui crée la fenêtre de connexion entre les deux, 3 clous qui sont placés en triangle. C'est vraiment le même principe d'encastrement. On peut utiliser du scotch, on peut noyer le nœud dans par exemple de la colle à chaud ou de la cire. C'est comme on faisait avec les spaghettis en fait. Donc, ce principe-là. Si on a des angles un peu bizarres, on peut planter ça sur une certaine longueur dans des sphères en frigolite par exemple. Bon, l'aspect devient pas très réaliste, mais c'est pas grave. Donc en termes de fonctionnement, ça va être tout à fait exact. On n'est pas du tout dans la représentation exacte du projet, mais dans la représentation de son fonctionnement structural. C'est pas la même chose. Un breulage solide va tout à fait fonctionner avec un bon fil de fer. Alors maintenant, si on travaille toujours dans cette collection perpendiculaire entre un élément linéique et une plaque, une surface, là il vaut mieux vraiment l'enfoncer dedans sans faire vraiment de trou, mais si possible juste une encoche, évidemment ça va plus se frotter et plus se coincer dedans. Et là, donc l'indication par contre, donc ça va être évidemment l'inverse de ce principe-là où on n'enfonçait pas trop pour faire une articulation. Pour faire l'encastrement, évidemment, il faut au contraire enfoncer pas mal. Et là l'idée, juste une indication de nouveau, c'est de prendre 3 fois le diamètre comme profondeur de trou, au moins. Là, vous devriez commencer à avoir du coup un fonctionnement encastrement qui est un peu correct. Les épingles peuvent toujours être utilisées, mais de nouveau à ce moment-là à 3, pour vraiment bloquer dans toutes les directions l'élément. Et un cas tout à fait particulier, qui apparaît pas très souvent dans la structure réelle, mais ça peut, sur les appuis à rouleau. Donc rappelez-vous, ces appuis qu'on dessine, par exemple ceci. Il y a plusieurs notations, mais peu importe. Donc c'est bloqué dans ce sens-là, il y a une réaction verticale. Par contre, ça peut circuler dans ce sens-là. C'est un peu comme un skateboard, si vous voulez. Ça peut arriver qu'on considère ça dans les structures. Et là, voilà, moi je trouve ça intéressant que l'étudiant va présenter ça de manière extrêmement littérale.
mais tout à fait juste au niveau du fonctionnement avec la petite voiture qui effectivement va bloquer verticalement mais va permettre que ça puisse quand même tout à fait librement circuler horizontalement. Et donc c'est tout à fait exact. Mais c'est vraiment pour montrer que voilà, une fois que vous avez compris le principe de ce que vous êtes en train de représenter, tous les moyens sont bons entre guillemets. Une fois que le fonctionnement est correct. Dans les maquettes humaines, je vais juste vous montrer que si vous utilisez juste une main, c'est un peu ça qu'on crée en fait. Hein. Donc vous êtes en train de supporter ça verticalement. Maintenant horizontalement, ça pourrait beaucoup plus facilement bouger si quelqu'un commençait à pousser latéralement sur la poutre. Il n'y aura pas beaucoup de résistance de la part du bras. Donc, ça représente plus ou moins un appui à rouleau en ce moment. Voilà, donc ça c'était pour quelques exemples de techniques pour modéliser les jonctions entre les éléments. Il reste le troisième volet, c'est maintenant que j'ai créé mon modèle, comment est-ce que je le charge. De nouveau, ça demande quelques précautions pour faire ça correctement. Et alors un premier élément qui intervient d'office à ce moment-là, c'est est-ce que ma structure, est-ce que mon modèle est contreventé? Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, en fait, si vous mettez la moindre charge sur votre modèle, il va s'écrouler. Il va se plier complètement directement. Ça, je trouve que c'est un des grands avantages de cette méthode-ci. C'est que vous ne pouvez pas passer à côté du contreventement, c'est juste impossible. Alors qu'en conception, voilà, sur papier 2D, vous pourrez avoir tendance à l'oublier. Même sur les logiciels qui travaillent en 2D, ça risque de pas être présent, c'est vraiment un effet 3D, le contreventement. Et sur la maquette 3D, tac, d'office, ça va arriver. Donc, vous allez devoir d'office imaginer un système de contreventement dans votre structure en général. Maintenant, c'est possible que la zone que vous êtes en train d'étudier, c'est justement une zone où le système de contreventement ne se trouve pas. On a besoin d'un contreventement partout, il faut des contreventements à certains endroits dans le bâtiment, c'est suffisant. Mais là, par exemple, voilà, l'étudiant présentait juste un complexe d'une poutre ou une dalle sur 2 colonnes, et en considérant qu'en fait, le contreventement était assuré ailleurs dans le bâtiment, par exemple par la cage d'escalier, pour la cage ascenseur. Mais il fallait quand même représenter l'effet de ce contreventement par la cage ascenseur dans le modèle. Sinon, évidemment, vous pouvez imaginer si c'était seul dans l'espace, ce petit modèle-là, forcément il va tomber vers l'avant, vers l'arrière, il y a plein de possibilités. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est simplement contraindre les mouvements, les basculements, si vous voulez, du modèle, qui en pratique serait réglé par le système de contreventement. Donc là, par exemple, c'est bloqué par 2 Tupperware, ça ne peut pas basculer à gauche et à droite. En fait, à l'arrière, ça coulisse contre un panneau blanc, ou un petit peu ici, il est là. Donc ça ne peut pas non plus basculer vers l'arrière, ça pourrait basculer vers l'avant, mais je pense que dans la manière de mettre en charge, du coup, c'était contrôlé. Par contre, ça peut tout à fait coulisser verticalement, ce qui était justement ce qu'on était en train d'essayer d'explorer pour ce modèle-là. Ça va, donc soit le système de contreventement est dans la zone que vous étudiez, donc justement vous le mettez en place pour tester que ça fonctionne bien, soit vous considérez qu'il est fait ailleurs, mais vous savez où dans le projet, et il faut juste représenter l'effet contreventement du blocage dans ce modèle. Mais de toute façon, voilà, vous allez très bien le voir, est-ce que votre modèle tombe tout de suite avant même presque qu'on l'ait chargé ou pas. Quelques principes généraux. Le premier, c'est que, bon, encore une fois, comme on l'a dit, tout n'est pas mis parfaitement à l'échelle, donc ça sert absolument à rien de se dire j'ai mis ma maquette au 200e plus ou moins, du coup je divise par 200 les charges réelles, ça n'a pas d'importance, hein, c'est vraiment pas comme ça qu'on fonctionne. Par contre, ce qui est important, et c'est pour ça qu'il faut quand même faire une descente de charge, c'est quelle forme on les charge. Donc là par exemple on a un exemple foiré, c'est toujours les meilleurs exemples, de nouveau d'un pont qui est chargé tout d'un coup avec juste une charge ponctuelle centrale. Voilà, si on fait un peu de descente de charge correcte sur même un pont, donc ça va pas du tout être ça, la charge, à quoi ça va ressembler. Ce sera un mélange entre effectivement une série de charges ponctuelles et une charge uniforme répartie de poids propre, ce genre de choses. Donc voilà, vous devez quand même faire la descente de charge, juste pour comprendre quelle forme elle a. Est-ce que c'est uniforme répartie? Est-ce que c'est une charge en triangle ou en trapèze? Voilà, ce genre de choses. Parce que ça, par contre, cette forme, vous allez la respecter. C'est toujours cette histoire de proportion qu'on respecte, mais pas les valeurs, pour mettre en charge votre modèle. Et là, donc regardez aussi, au-delà de la charge, il y a aussi un autre truc qui foire dans ce modèle. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Voilà. Donc de nouveau,
une jonction, dans ce cas-ci un appui, qui n'a pas de résistance en traction. Ça va plausible, quoi. En réalité, si c'était un vrai risque pour le projet, eh bien, du coup on va effectivement ancrer l'appui dans le sol par des cales, par des contrepoids, ce genre de choses, mais ça ne va jamais normalement se soulever, quoi. Donc du coup, les déformés qu'on observe par exemple sur le tablier ou sur l'arc sont complètement absurdes ici, ils sont totalement irréalistes. Donc on peut en tirer absolument aucune conclusion. Il faut d'abord que la charge ait une forme correcte et que les jonctions aient une résistance à traction. Ensuite, un autre principe, c'est que comme vous ne savez pas très bien sous quelle charge ça va craquer, il faudra appliquer les charges progressivement. Vous voyez les molos, on commence doucement. Est-ce qu'on voit déjà une déformation? Pas encore. Peut-être que j'en vois pas encore, je rajoute un peu de charge, etc. Le but, c'est de bien voir les déformer et éventuellement continuer jusqu'à ce que ça craque. Ça, c'est une possibilité. C'est aussi, on verra que c'est intéressant aussi de voir comment et où ça craque. Mais c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi avant. Donc voilà, je vous conseille juste d'y aller progressivement et de prendre bien des photos, voire de filmer au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez aussi comparer avant-après, je dirais, et bien comprendre ce qui se passe. Parfois, à l'œil nu, c'est pas toujours facile à voir. Donc, de nouveau, quelques exemples de techniques, et vous en verrez d'autres dans le syllabus. On distingue évidemment, suivant que c'est une charge qui est ponctuelle, qui est linéique ou qui est surfacique, c'est pas la même technique, c'est normal. La charge ponctuelle, c'est encore la plus simple à faire. Il suffit souvent de suspendre ou de déposer des petits objets lourds, des récipients remplis d'eau qu'on remplit progressivement d'eau. Les masses de plasticine, c'était vraiment bien parce que c'est facile à modeler et on peut aussi changer facilement la taille. Si on trouve que c'est pas assez, s'il y a une petite correction à faire, c'est assez facile à faire. Les petits sachets remplis de n'importe quoi. Je crois qu'à gauche, c'est des granulés de plastique et à droite du sel. Vous connaissez peut-être à droite un sachet de thé. Alors si vous êtes en maquette 1.1, évidemment, là, l'idée c'est de charger avec son corps. C'est vraiment intéressant. Vous avez une sorte de capteur en plus qui est la personne qui fait la charge, qui se rend bien compte est-ce que j'arrive facilement à charger la structure ou pas. C'est pas mal. Je pense aussi, j'ai pas mis cet exemple-là, mais vous le trouvez dans le syllabus, à une étudiante. On a vraiment fait une maquette de test qui était à une assez grande échelle, on arrivait vraiment limite au prototype. Mais du coup, elle avait aussi chargé sa structure en marchant dessus. C'était un peu dangereux, mais au moins elle sentait vraiment bien, elle sentait qu'il y avait de la résistance à tel endroit ou vraiment une faiblesse. Donc c'est une possibilité aussi. Bon, la charge linéique le long d'un fil, voilà, il suffit d'utiliser un fil qui est en perlé ou une chaîne. Je pense que la chaîne est une des meilleures choses dans ce cas-là, parce que c'est vraiment lourd et ça reste totalement souple, donc c'est vraiment une bonne combinaison entre les deux. Alors charge surfacique, ça c'est vraiment très très fréquent, évidemment, c'est les charges sur les dalles, ce genre de choses, mais c'est pas facile à faire. Donc typiquement, on aurait tendance à dire, j'ai mes deux mains, voilà, je charge moi-même la structure, ça marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que nos mains ont des surfaces un peu bizarroïdes par rapport à la surface réelle qu'il faut charger. C'est impossible pour nous de contrôler qu'on charge exactement de la même manière, qu'on appuie de la même manière avec les deux mains. Donc voilà, spontanément, vous allez vouloir le faire, faites-le pour un petit peu explorer votre modèle, mais comprenez bien qu'il n'y a pas vraiment de conclusion vraiment définitive à en tirer. Il faudra utiliser d'autres techniques, on va voir tout de suite, pour charger en fait des surfaces. Là par exemple, typiquement, voilà, on voit la colonne du milieu qui flambe beaucoup plus que les deux autres. Bon, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Ça indique plutôt des erreurs sur la maquette, donc il peut être des erreurs géométriques qui font peut-être que la colonne du milieu était un peu plus grande que les deux autres, mais c'est aussi lié à un chargement qui est pas bien réparti. Voilà, on ne peut pas tirer beaucoup de conclusions de ce genre de choses. Donc quelques impératifs qui sont importants à prendre en compte, et c'est pas toujours facile. Il faut que la charge que vous mettez en place correspond exactement à la surface de ce que vous voulez charger. Parce que si vous dépassez ou si vous êtes en dessous, par exemple, on a une dalle à charger, et alors vous avez justement une revue, mais qui est juste un peu plus grande. Donc ça dépasse ici. Ça veut dire qu'en fait, tout le poids de ce qui dépasse va se reporter en fait ici sur le bord de votre maquette. Ce qui veut dire que la charge qui va s'appliquer sur la maquette, ça va être une charge répartie évidemment ici, plus une charge linéique là et là. Donc c'est pas du tout ça que vous vouliez faire, non, c'était une charge répartie uniformément sur toute la surface et puis basta, ça va pas marcher.
Donc là, typiquement, il faudrait prendre le magazine, le redécouper exactement à la dimension de votre dalle, et alors c'est réglé. Okay. C'est vraiment essayer de trouver exactement. Et donc, idem, si vous êtes évidemment plus petit, bah, c'est un problème. Vous avez simplement une zone qui n'est pas chargée alors qu'elle devrait être chargée. Ça, c'est l'autre alternative. Et même si vous mettez bien au milieu, donc, en général, voilà, c'est tout ça qui va arriver. J'ai un magazine ou quoi qui fait plus ou moins la bonne taille, qui est un petit peu moins. Bah, si c'est à quelques millimètres près, évidemment, on s'en fiche. Mais là, vraiment, ça fait une charge qui est concentrée sur le centre de la dalle, alors que l'extérieur n'est pas chargé, bah, c'est pas réaliste. Et c'est donc possible que vos résultats soient faux. Donc, il faut bien retailler correctement, comme on peut, la charge. Bon, évidemment, si vous avez une dalle qui a une forme un peu bizarroïde, c'est plus de boulot. Hein, ça, c'est pas tout à fait évident à faire. Et autre chose qui est important, c'est que, on va voir donc la dalle, ce qui est important, c'est que la dalle se déforme, mais qu'elle reste chargée. Ou si la dalle se déforme ici, on est toujours dessus, la charge n'a absolument pas changé du fait que la dalle s'est déformée. Mais si vous utilisez par exemple quelque chose qui est rigide comme un livre, c'est pas ça qui va se passer. C'est vraiment typique. Si on voit ça en coupe, vous avez votre dalle ici, qui est chargée par un bouquin. Bon, grosso modo, votre dalle va avoir tendance à se courber, mais le bouquin ne va pas arriver à suivre. Donc à un moment donné, la dalle ne va être chargée qu'aux extrémités où c'est encore en contact avec le livre, mais le centre ne sera décollé, on va dire, du livre, ne sera plus chargé, et donc la déformée ne sera pas du tout réaliste. Donc voilà, les bouquins, ça sert à rien. Magazine souple, c'est déjà un peu plus une manière de travailler. Ou un paquet de feuilles, par exemple, c'est vraiment très très bien. D'autres possibilités qui fonctionnent bien, c'est les sachets de céréales, un temps classique. Les sachets de glaçons, très bien aussi, sauf qu'évidemment à la fin ça fond, il faut une maquette qui puisse un peu résister à l'humidité, c'est moins évident. Ce qui n'est pas mal du tout, c'est les morceaux de sucre, parce que vous pouvez tout à fait les disposer comme vous voulez. Et c'est notamment intéressant pour quand vous avez des charges qui sont dissymétriques justement. Donc là c'était typiquement une passerelle qui était suspendue. Il fallait quand même un peu prévoir le cas où la foule était plus d'un côté que de l'autre. Donc là, avec les morceaux de sucre, c'était vraiment extrêmement facile aussi à faire. Et même graphiquement, c'était facile à comprendre. Là, on voit quand même le système final où vous voyez bien que la passerelle ne bouge pas tellement du fait que toute la charge est d'un seul côté. Mais je peux vous dire qu'au début du travail, ça s'enversait complètement, quoi. Donc c'était bien une manière de travailler qui était assez efficace. Alors, difficulté supplémentaire, on n'est pas en train de parler d'une surface qui est plane, mais d'une surface qui est courbe, donc tout ce qui était coupole, voûte, etc. Alors là, ça devient quand même sacrément plus compliqué de faire une charge qui est correcte. La charge risque de glisser sur la pente, on risque de ne pas avoir une répartition qui est uniforme sur toute la courbe. Bon, quelques possibilités, si vous êtes bêtement sur des toits en pente ou des sheds ou ce genre de choses, éventuellement, de nouveau, si on travaille avec des magazines, vous le placez évidemment ouvert, tac, sur l'axe du fait. Comme ça c'est bien calé et ça continue à bien peser. On peut utiliser un tissu, pendant un essuie-de-bain, qui va vraiment pouvoir épouser n'importe quelle forme, n'importe quelle courbe. Pour le charger encore plus, vous pouvez le mouiller, il va prendre beaucoup d'eau et être beaucoup plus lourd. De nouveau, il faut une maquette qui puisse supporter l'humidité, mais ça marche vraiment pas mal. Voilà, un exemple. Donc vous avez déjà vu, justement là on revoit ce dont je parlais. Donc le premier test avec les voûtes en fluidiforme, chargement pas trop mal. Bon, vous voyez qu'ici il y a quand même un creux, ça c'est évidemment pas tout à fait, il y a des limites, c'est pas tout à fait juste. Ça c'est pas chargé du coup, mais on voyait quand même une déformée qui était tout à fait réaliste, qui était cette déformation donc entre flexion flamand de l'arc, et donc d'où la solution qui a pris finalement de faire une croix qui venait tout à fait stabiliser la voûte, et ça marchait très bien. Alors maintenant, on a le système ultime pour les toits qui ont une surface un peu bizarre. C'est une méthode japonaise qui demande beaucoup de travail, voilà, c'est l'ensemble. Donc, quelle est l'idée ? Là, on voit le dessous en fait d'une toiture qui est assez complexe, donc qui est malheureusement pas sur la photo. Donc la question c'était comment est-ce que j'arrive à charger de manière répartie, uniforme répartie, toute cette toiture bizarre, y compris quand ça se déforme. Alors, en fait, vous voyez que c'est un système comme ça en escalier, en pyramide, donc il y a toute une série de points qui sont définis de manière régulière sur la surface du toit. Chaque fois, chaque paire de points est reliée par des fils et un bâton. Chaque paire de bâtons est également reliée par un autre bâton, etc. Ce qui fait qu'au final, vous n'avez plus qu'un seul bâton
Et si on tire là, ben, tout ça évidemment équilibré, chaque fois c'est pile mis au milieu. Donc si je tire un endroit, cette charge est divisée en 2 sur le bâton suivant, puis chaque fois divisée en 4, etc. Et donc la charge est répartie absolument uniformément sur l'ensemble des points. Ensuite, quand ça se déforme, ben, ça peut se déformer un petit peu, donc ça peut basculer, mais ça ne va rien changer à la répartition des efforts. Donc, si je prends... on va dire qu'il est là. J'ai placé mon bâton ici, et je prends un exemple avec un seul étage, hein, je tire là. Okay. Si ça se déplace, par exemple ça c'est un peu plus courbé comme ceci, donc ça va, en fait, grosso modo, le bâtonnet va pencher vers la droite, d'accord. Mais le point ici d'articulation n'a pas changé, il est toujours pile au milieu. Et donc la charge sera toujours bien ici 1,5, 1,5, et ici aussi 1,5, 1,5. Ok. Donc même quand le toit commence à s'affaisser, par simplement la géométrie des choses, la charge reste tout à fait inchangée. Et ça fonctionne. Bon, évidemment, ça prend pas mal de temps à faire. Un petit truc à faire, c'est évidemment de toujours mettre des encoches ici pour être sûr que le fil ne glisse pas sur le bâton, que ça reste toujours bien au milieu, que ça se glisse toujours bien de manière par moitié, comme ceci. Ça demande déjà d'avoir une grande maquette. Oui, hein, mais donc, oui, bah, c'est aussi un assez gros. Là, c'est un modèle ABL, c'est un prototype. Comment? Là, c'est une échelle énorme. C'est une belle maquette. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, c'est ça qu'il voulait tester tout le tour une seule fois. C'était aussi particulier. En général, c'est ça que j'ai jamais vu, je pense, une maquette de test de cette échelle-là dans l'exercice que nous on fait ici. Ça n'a jamais été nécessaire. Je présente ça vraiment plus pour le système. Voilà, parce que je pense que c'est vraiment intéressant de savoir que ça existe au cas où c'est vraiment une structure qui est vraiment assez irrégulière, qu'il faut arriver à charger correctement, on n'y arrive pas autrement. Voilà, ça existe. Mais effectivement, ça demande, comme tu dis, peut-être une échelle un petit peu plus grande que ce qu'on utilise d'habitude pour charger classiquement. Ah oui, non, ça n'a pas de sens. De toute façon, même, on ne va pas arriver à vraiment mettre quelque chose correctement, pile au milieu, etc. Ça va être vraiment trop imprécis. Oui, tout à fait. Mais voilà, comme je dis, c'est pas un hasard que c'est fait par des Japonais qui étaient vraiment hyper précis. Mais voilà, c'est vraiment un très très beau travail pour un beau projet, quoi. Ok, donc là on a vu toutes des exemples en tout cas de technologies pour modéliser votre structure en modèle. Après, donc l'idée, vous savez bien, c'est d'aller une fois qu'on a chargé, d'observer les résultats, mais avant ça, il ne faut pas oublier que en fait, il faut une étape supplémentaire qui est basée sur un constat, c'est que à première vue, votre modèle est faux. Hein, il y a d'office des erreurs dedans, c'est absolument normal. C'est pas possible de tout maîtriser, donc quand on fait une erreur dans la modélisation, soit des éléments, soit des jonctions, soit de la charge, hein, enfin c'est pas les endroits qui manquent pour se planter. Et il faut s'en rendre compte avant d'aller commencer évidemment à analyser les résultats et en tirer des conclusions parce qu'elles seront fausses aussi. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On essaye en fait de faire un autre modèle qui lui est numérique, donc un logiciel, et puis après on compare les deux. Donc l'idée c'est que qu'est-ce qu'on peut comparer entre les deux? C'est la forme, l'allure de la déformée. Donc regardez par exemple cette structure ici. Donc on reconnaît quand même assez bien la forme de la structure dans les deux cas. Ok, une charpente avec une forme un peu spéciale. Mais regardez un peu la déformée à gauche. Ben, on voit qu'il y a une sorte d'angle ici qui se crée par là. Okay. Et ici vous avez en mauve la déformée qui est donnée par un logiciel. Alors ça n'a vraiment rien à voir entre les deux. D'accord. Donc ça veut dire que les modèles ne sont pas identiques. Et que donc, tant que vous n'avez pas réglé cette question que les deux modèles sont identiques, il n'y a aucune conclusion à tirer de votre modèle, il y a d'office des erreurs. Alors là, on peut essayer de donner déjà quelques indices. Probablement que, bon, déjà la charge n'est pas du tout la même. Donc la charge à gauche, ce sont les 3 doigts. Et alors ici, vous ne voyez pas très bien, mais c'est peut-être un peu plus visible dans le syllabus. Ici, il y a en fait une charge répartie sur la membrure extérieure et qui est chaque fois perpendiculaire à la barre. Donc, ici, c'est comme ça, et là, c'est un peu plus vertical, etc. Donc vous voyez déjà la charge n'est pas du tout identique, donc c'est normal que la déformée ne soit pas identique. Mais l'étudiant ne s'était pas rendu compte, donc il n'avait pas tout à fait conscience de ce qu'il était en train de modéliser, et donc forcément les modèles étaient faux.
Maintenant, je ne sais pas quelle était la vraie charge, on va dire, par rapport à la réalité. À mon avis, aucune des deux. C'est un autre problème. Une autre erreur, une différence en tout cas entre les deux modèles qu'on pourrait imaginer, c'est, vous voyez qu'ici, ça se plie vraiment quasiment sous un angle. Donc ça ressemble plutôt à un fonctionnement en rotule. On peut avoir ce genre de déformée tout à fait franche. Alors qu'ici, on ne voyait pas très bien, mais c'est le nœud modélisé par un petit carré qui, dans ce logiciel-là, dont je parlerai plus tard, ça représente un encastrement. Donc rotule, encastrement, forcément la déformation va pas être la même. Donc voilà, ça c'est vraiment une étape fondamentale qu'on peut appeler la validation du modèle. C'est comparer avec ce qu'un logiciel va nous dire pour vérifier que la déformée est la même. Et là vous êtes sûr que ça veut dire que vous avez bien modélisé correctement dans les deux ce que vous vouliez modéliser. Technique vraiment. Je parlerai du logiciel ISSD tout à l'heure. Je ferai un peu une présentation de quelques logiciels qui peuvent vous aider et qui sont pour la plupart en libre accès. Donc voilà, étape absolument fondamentale avant d'arriver à l'analyse des résultats, où là on peut commencer à apprendre des choses. Donc, pour rappeler que le but c'est bien de faire évoluer le parti structural parce qu'on comprend quel est le problème numéro 1 de ma structure maintenant, et vous allez imaginer des solutions qui vont porter sur la morphologie et les dimensions principales. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que dans la limitation de la méthode, donc on peut effectivement tester tout ce qui est morphologie et dimension principale sur votre maquette, c'est assez évident, mais le troisième volet de votre partie structurale qui est les matériaux, voilà, comme on l'a dit, on ne sait pas le mettre à l'échelle correctement, donc on ne pourra pas traiter les matériaux, le choix du matériau structural avec la méthode des modèles. Ça va ? Pour ça, il faut plutôt utiliser le prédimensionnement qui va vous dire, si je prends tel matériau, j'aurai telle dimension, je mets ça dans un SketchUp, je me rends compte, tiens, quelle présence ça dans l'espace, est-ce que ça correspond à mon parti, oui ou non, etc. Je trouve que c'est pas trop grave parce que, en fait, au niveau architectural, c'est surtout la morphologie et les dimensions principales qui déterminent l'architecture à partir de la structure. Le matériau vient dans un second temps, voilà, pour ces questions de dimensions secondaires, ou éventuellement s'il est visible pour ces dimensions plastiques, tactiles, visuelles, etc. Mais la méthode de maquette permet quand même donc d'aborder les deux principaux éléments de la structure qui sont la forme générale, la morphologie, et quelle est la trame, quelles sont les dimensions principales que vous mettez en place. D'accord ? Donc voilà, vous n'allez jamais retravailler le choix du matériau avec les maquettes. Ça n'a pas de sens. Alors, on peut regarder deux choses différentes sur la maquette. J'ai déjà vaguement forcément parlé jusqu'à présent. On va regarder comment ça se déforme, quel est l'endroit qui se déforme le plus. Ça indique évidemment un problème potentiel. Et aussi, où et comment est-ce que ça craque. C'est pas nécessairement au même endroit. Il faut bien comprendre, on parle de deux choses différentes. Il y a la flèche d'un côté et les contraintes internes de l'autre. Ça craque là où la contrainte devient tellement importante qu'elle dépasse la résistance du matériau de votre maquette en tout cas, et tac, c'est à ce moment-là que ça va craquer. Donc, même si en réalité ça va aussi craquer à cet endroit-là. Ça par contre, ça reste. Et si on a changé de matériau entre la réalité et le modèle, l'endroit où ça craque devrait être juste. Donc voyons un peu les deux séparément. D'abord la déformation, puis après on verra la rupture. Et alors déjà, il faut un petit peu distinguer différents types de déformations qu'on voit entre la situation avant d'être chargé et puis après d'être chargé. Il y a d'une part les nœuds qui se déplacent, et d'autre part il y a les éléments qui se déforment. Alors c'est pas tout à fait, ils n'ont pas tout à fait le même sens et la même importance. Le fait que des nœuds se déplacent beaucoup dans votre structure, ça veut dire que c'est pas très bien contreventé en fait. Donc, il y a un problème général de raideur, on va dire. Donc là, ça veut dire revoyez votre système de contreventement. Peut-être qu'il y en a déjà un, mais qu'il n'est pas suffisant. Il faut encore avoir un deuxième. Demandez-vous où est-ce qu'il sera plus efficace, est-ce que ça peut bien se marier avec mon architecture, etc. Donc, contreventement. Par contre, la déformation des éléments, donc par exemple que des colonnes commencent à flamber ou des poutres ou des dalles commencent vraiment à fléchir, là, on arrive plus dans plus le cœur, je dirais, de la conception structurale et de ce que vous faites. Donc c'est tout ça qui est important. Chemin de contrainte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut aussi se rendre compte sur la maquette que la charge passe finalement pour arriver jusqu'au sol. C'est à ça que sert votre structure, c'est faire le transfert entre les charges qui sont appliquées et le sol qui pourra les reprendre, les fondations. On peut peut-être se rendre compte que la charge prend certains chemins privilégiés et donc va plus utiliser certains éléments que d'autres. Mais ça peut vous mener à vous dire, mais en fait, certains éléments apparemment ils servent à rien quasiment. Est-ce que je ne peux pas essayer de les enlever en fait ?
Donc ça c'est un test qui peut découler de ce genre de constat, de se dire, bon, j'enlève ces éléments qui ont l'air de ne pas servir beaucoup ou pas du tout, est-ce que ça tient encore? Et voilà, parfois on met trop d'éléments par rapport à ce qui est vraiment nécessaire. Souvent ça vous arrange au niveau architecture de dégager l'espace, donc ça peut être plutôt intéressant à comprendre. Secouer. Ça, c'est l'idée que donc vous avez déjà chargé votre maquette, votre modèle, et vous voyez évidemment une série de déformations. Mais ça peut être intéressant aussi de la charger différemment et de la secouer comme ça, parce que ça va créer une charge qui est horizontale. Et ça existe aussi quand même. Hein. Bon, en Belgique, c'est surtout le vent, mais on peut aussi penser au séisme. Il y a quand même 2 zones en Belgique, je trouve que c'est le Liège et Mons, si je me souviens bien. On a quand même un risque sismique qui n'est pas du tout négligeable, donc il faut vraiment tenir compte dans le design. C'est normal qu'on n'a pas spécialement déjà parlé jusqu'à présent, c'est plus du ressort du dimensionnement et de l'ingénieur. Mais en fait, on peut quand même aussi essayer de régler ça déjà à l'avance par la morphologie. Donc ça vaut la peine de vous rendre compte, si vous commencez à secouer un peu votre maquette dans différentes directions, c'est possible que vous vous rendiez compte qu'il y a une direction dans laquelle il y a vraiment une grande flexibilité. Et à ce moment-là, c'est à vous de trouver une manière dans la forme pour régler ce grand déplacement-là. Même si par ailleurs, quand vous chargez verticalement, apparemment votre maquette a l'air de bien tenir le coup. Elle peut tout à fait avoir une fragilité, une sensibilité particulière dans le sens horizontal. Donc votre maquette secouez là aussi. Les billes, c'est juste, parfois quand vous êtes face à une dalle qui se déforme, on voit pas super bien, on voit bien qu'elle fléchit, mais on voit pas très bien où est le point le plus bas. Laissez une bille, simplement rouler dessus, elle va évidemment se stabiliser à l'endroit le plus bas. Si vous avez une forme de dalle un peu bizarroïde, ça peut vous aider sacrément à comprendre où est vraiment le problème. Et donc du coup, où est-ce qu'on aurait l'intérêt à essayer de placer une nouvelle poutre, par exemple, pour aider cet endroit-là. Évidemment, superposition forme avant-après, c'est comment bien voir la déformée, on a déjà parlé. Par exemple, en superposition de photos, ça peut vous aider à bien voir ce qui se passe. Maintenant, si on regarde moins les déformations et plus les contraintes, donc j'en ai parlé, c'est là où ça va craquer, que forcément la contrainte s'est tellement développée qu'elle a été la plus importante et qu'elle a carrément dépassé la résistance. Donc c'est évidemment important de comprendre que c'est là qu'il faut essayer de soulager la structure, qu'il faut essayer de lui donner plus d'épaisseur par exemple pour diminuer la contrainte. Une autre chose qu'on peut faire pour les éléments en traction-compression, c'est les écarter de leur position d'équilibre. Donc des éléments verticaux par exemple comme des câbles, enfin un câble qui n'est pas nécessairement vertical mais peu importe qu'il est en traction, ou des butons ou des colonnes qui sont en compression. Sur la maquette chargée, vous pouvez un petit peu les écarter. Donc qu'est-ce qui va se passer? En traction, ça va être comme une corde de guitare. Vous écartez quelque chose qui est en traction, il va revenir à sa position initiale en vibrant et il va donner un son, normalement, qui est plus ou moins aigu ou plus ou moins grave. Plus c'est aigu, je crois, plus c'est tendu. Voilà. Donc, ça peut, même si vous avez plusieurs câbles, vous pouvez entendre, dans la même longueur, ce qui donne le son le plus aigu est probablement le plus chargé. Ça peut donner juste une indication qualitative comme ça de l'état de contrainte de ces câbles. Et pour les colonnes, ça va revenir à sa place, mais pas en vibrant normalement, hein, mais plus ou moins rapidement. Si vous voyez que vous décalez un petit peu votre colonne de sa position et qu'elle reste dans cette position-là, elle reste pliée, ça veut dire qu'elle est vraiment au bord du flambement et qu'elle est vraiment fort chargée. Okay, si elle revient directement à sa place, c'est qu'elle n'était pas fort chargée ou en tout cas suffisamment rigide et tac, il n'y a pas trop de problème. Voilà, écarter en tout cas les éléments en compression-traction, leur position d'équilibre peut déjà vous donner des indications. Et enfin, très important, enfin vraiment super utile, si vous hésitez entre deux parties structuraux différents, parce que par exemple c'est des formes différentes ou plus classiquement des trames différentes, vous pouvez les réaliser à la même échelle dans le même matériau et puis les charger jusqu'à ruine et comparer chaque fois le rapport entre le poids propre et la charge. Donc F c'est la charge et P c'est le poids propre, peu importe dans quel sens vous le mettez. Mais donc vous allez vous rendre compte que par exemple tel modèle a pris 3 fois son poids propre et l'autre a pris 4 fois son poids propre. Donc ça veut dire qu'il est plus résistant, les barres sont sans doute mieux disposées, etc. Donc ça peut être une manière de discriminer une option par rapport à une autre, sans faire de calcul, mais en mesurant quand même tout d'un coup chaque fois ces proportions de combien elle pèse, donc combien de matière j'ai mis dans ma maquette, et quelle charge elle peut reprendre sans craquer. Pour terminer, un petit exemple d'application qui date d'une année précédente. Vous avez à gauche le projet initial de l'étudiant.
C'était une tour d'habitation et il avait l'idée donc d'avoir un réseau en façade qui était, comme vous l'avez dit, oblique avec des croisements, etc. Pas de colonnes dans les espaces d'habitation et juste un noyau central de circulation qui lui était porteur. Donc vous avez, et dans son idée, en fait, ce qu'on voyait comme réseau en façade, c'était uniquement du châssis, donc ce n'était pas porteur. Okay. Donc il a créé sa première maquette, vous voyez à droite, donc il y a effectivement l'idée, c'est juste un étage. On voit bien le noyau central qui est porteur, et puis la dalle doit se débrouiller toute seule. Donc on voit directement le problème, enfin en tout cas, quel est le problème principal, le problème numéro 1 qui apparaît sur la maquette? Évidemment, c'est les bords de dalle qui vraiment s'abaissent le plus, c'est vraiment l'endroit où on a la flèche maximum. Donc c'est le problème principal auquel il faut réfléchir maintenant. Donc lui, bon, il a d'abord essayé finalement de rajouter des colonnes, comme vous pouvez le voir à gauche, mais c'est des colonnes dans le plan et qui n'étaient pas du tout cohérentes par rapport à son parti, donc ça n'avait même pas de sens, je pense, de le tester, donc c'était évidemment écarté. Et donc il s'est finalement rendu compte, parce que voilà, moi j'étais assez étonné évidemment, que moi en tant qu'ingénieur je vois ce dessin-là, j'ai dit bah, super, bon ok, il y a un noyau central, il y a des colonnes extérieures, mais non, voilà, lui considérait que c'était uniquement du châssis, que ça allait porter tout seul, il ne s'est pas rendu compte que ça allait poser un problème, donc là il s'est quand même dit, ok, mon travail en diagonale, en façade, peut devenir porteur. Alors on voit sur la maquette en bas à droite qu'évidemment ça résout le problème, on n'a plus du tout cette déformation en bout de dalle, ça arrive. Mais là, sa réaction était de dire, j'ai fait la maquette et je me suis rendu compte que, en fait, on n'a pas besoin de toutes ces colonnes. Si j'en avais moins, en fait, ce serait suffisant pour la dalle. Donc, il a commencé à se dire, ok, certaines des diagonales sont porteuses. Donc, ça s'est resté en cure-dent ou en baguette, là, je ne sais pas très bien, sur le plan, sur le modèle. Et d'autres ne sont pas porteuses, c'est effectivement que du châssis ou éventuellement quelque chose de purement graphique. Ce qu'il a présenté en fait en fil rouge. Voilà, ça c'est juste un fil de laine. Donc effectivement, il est purement visuel, il n'est pas résistant. Et effectivement, on voit que la déformée reste tout à fait imperceptible en fait à l'échelle de la maquette. Et donc à droite, c'est la réinterprétation de l'aspect du bâtiment, où on a en fait un double réseau de diagonales. Il y a un réseau qui est assez présent, qui est porteur, c'est en fait des colonnes inclinées, et un second réseau plus fin qui va être que du châssis, et donc on voit, et ça correspondait à son parti, donc on voit que traiter la structure est d'abord arriver à quelque chose qui est un peu plus logique, où quand même une partie diagonale sont porteuses, donc pour la structure ça a quand même changé énormément, pour la dalle, qu'elle soit portée également en bout, en façade, ou qu'elle soit pas portée en façade, ça fait quand même une grosse différence, c'est beaucoup plus plausible, et en plus l'expression de son bâtiment s'est enrichie, parce que le réseau s'est entre guillemets divisé en deux réseaux, un réseau principal et un réseau secondaire, qui enrichit l'expression. Et ensuite, il y a un petit détail mais qui est vraiment très important. Donc, au niveau de la jonction avec le sol, donc lui, en toute logique, n'avait prévu que les noyaux qui descendaient. Pour lui, il y avait ça qui était porteur, c'est normal. Mais donc là, il s'est rendu compte qu'à partir du moment où il y a aussi un autre réseau en façade qui est porteur, mais il ne peut pas rester sur le vide comme ça. Mais alors cette tasse est vraiment hyper chargée et elle est complètement pliée. Donc il s'est dit, ok, j'ai compris, là il faut que cette charge revienne vers le sol d'une manière ou d'une autre. Alors il a réfléchi, il ne voulait pas de colonnes verticales de nouveau par rapport à son parti, mais il les ramenait, bon, encore un peu maladroitement, mais en tout cas il les ramenait vers les axes qui correspondent aux fondations. Et donc voilà, il se rendait compte que dans cet espace au niveau du sol, il y allait également avoir des diagonales d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'elles vont jusqu'au sol, ou est-ce qu'elles vont voilà, quelque part sur la hauteur des gros plots des gros plots en rez-de-chaussée, ça se discute, mais au moins il s'était rendu compte que ces éléments-là, en plus, qui intervenaient dans l'espace, et il pouvait commencer à réfléchir à comment les organiser par rapport à la qualité d'espace que je vais créer tout à l'heure. Mais voilà, s'il ne s'était pas rendu compte de ça, le projet serait arrivé, imaginons, chez l'ingénieur, qui aurait dit il y a un gros problème, il est vraiment super tard, je ne vais pas commencer à chipoter. Et peut-être qu'on aurait vraiment mis des colonnes droites directement sans réfléchir, et voilà, par rapport au parti, ça aurait été vraiment dommage. Voilà. Là, ça lui a permis de réfléchir, de percevoir intuitivement grâce à la maquette des problèmes qui sont réels, et de déjà imaginer des solutions qui sont plausibles au niveau de la structure. Donc ça a l'air de fonctionner un peu, et qui peut déjà intégrer à son architecture en prenant éventuellement des variations qui correspondent mieux à son parti. Voilà, c'était quand même un bon exemple. Très rapidement, je termine avec une autre technique que je ne vais pas développer ici, qui
est très particulière, qui s'appelle, un nom compliqué, photoélasticimétrie. Depuis le temps, j'avais à dire rapidement maintenant. Le principe, c'est utiliser certains matériaux très particuliers, des plastiques transparents, qui ont la particularité que sous une certaine lumière, en fait, quand on les charge, donc là vous avez le même élément qui est chargé de plus en plus, en haut il n'est pas chargé, en bas il est fort chargé, on ne voit pas la charge mais elle est là. En fait, il y a une sorte de réseau qui s'inscrit, c'est un peu comme des courbes de niveau, on peut en partie le voir comme ça, et qui permet de voir à l'intérieur de la matière, un peu comme des rayons X, qu'est-ce qui se passe voilà, en termes de contraintes. Maintenant, bon, c'est un peu compliqué techniquement à mettre en place. Voilà, il faut certains matériaux, il faut certaines lumières. Dans le syllabus, vous allez voir tout un descriptif de la méthode. Si vous avez des éléments qui sont relativement massifs, voilà, dans des grosses poutres ou des gros voiles par exemple, ça peut être utile. Mais je ne vais pas détailler ici, c'est vraiment très spécifique. Donc ceux d'entre vous, allez, chez qui c'est, on va dire, plausible, enfin pertinent en tout cas d'utiliser cette méthode pour votre étude de projet, eh bien, on peut le voir ensemble. Donc je peux tout à fait vous accompagner dans ce processus. Mais voilà, simplement je ne vais pas le développer, je sais que vous savez que ça existe. Les détails sont dans le syllabus et on pourra voir ça en détail plutôt au cas par cas. En fait, on voulait aussi laisser du temps aujourd'hui, donc je vais reprendre à 14h. Là, on verra l'autre grande famille de méthodes qui sont le form finding. Donc, j'ai cité ça tout au début. Là, on a terminé tout ce qui est méthode de modèle physique. Mais on va garder encore un petit peu de temps à la fin. J'ai un petit peu expérimenté avec un certain type de maquettes qui sont juste les brochettes Scooby-Doo. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est pas exactement le même type de maquette que ce que j'ai vu, je vous ai présenté ce matin, mais il y a quand même déjà un intérêt. En fait, c'est un type de maquette qu'on a utilisé en bac 2 pour la première fois l'année passée, je crois. C'est un cours que donc vous n'avez pas eu, même si vous étiez à la fac, qui s'appelle Laboratoire Forme Matière Structure. C'est un peu une suite du laboratoire Forme Matière que vous avez peut-être eu en première année. Et qui utilise ce genre de maquette. Et donc c'était l'occasion pour un peu vous rattraper, je dirais, par rapport à ça, avant de vous lancer vraiment dans la vraie maquette de structure telle que j'ai présentée ici. Et évidemment, de toute façon, moi je reviendrai, je pense, on en a discuté tout à l'heure, mais je reviendrai grosso modo toutes les semaines pour aussi vous accompagner, vous donner un retour sur comment évolue votre projet et notamment l'application des modèles structuraux sur votre projet. Voilà. Alors logiquement, maintenant, on va faire une petite pause. Vous avez un gros cours à mon avis, sur la statique graphique par Denis Pauls qui devrait arriver, on va l'attraper. Voilà. Est-ce que vous avez des questions de général, peut-être sur les modèles structuraux qu'on a vus ce matin? Oui. Je ne sais pas vraiment sur les modèles structuraux, mais je ne sais pas très bien non plus s'il a vu, on peut le trouver où. Il est disponible sur YouTube. Donc il y aura les deux comme d'habitude. Donc il sera disponible à la fin de la semaine, ils m'ont dit, au pub comme d'habitude. En général, il coûte 5-6 €. Il n'est pas énorme. Et donc en parallèle, normalement, ils le mettent aussi sur l'UV. S'il y a un problème, tenez-moi au courant. Voilà. L'outil, c'est ma question. C'est modèles structuraux. En général. Mais de toute façon, c'est connecté à la mnémonique de cette option-ci. Donc logiquement, si vous avez surtout à la mnémonique, il n'y a pas de problème, logiquement. Sinon, tenez-moi au courant. A priori, je vous conseille de l'acheter, c'est quand c'est un peu comme un catalogue. C'est facile de l'avoir à côté de soi pour le feuilleter quand vous êtes en train de travailler, plus que à la bon, c'est juste faites comme vous voulez. Voilà, c'est une minute de pause.